notamment sur les sites de Briançon et de Montgenèvre. Je suis aussi une contribuable et ma profession, je suis juriste au niveau de ma formation. J'ai exercé pendant 20 ans dans les tribunaux et maintenant je suis consultante indépendante pour évaluer des projets d'aide publique au développement et notamment j'évalue la pertinence de l'engagement des financements publics sur ces projets et j'évalue également comment on peut améliorer les impacts de ceux-ci. Donc, quand mes filles qui ont fait du ski en compétition pendant très longtemps à un haut niveau national notamment, m'ont dit, écoute maman, nous nos montagnes on les aime, il y a ce projet JOP 2030, c'était en 2023, elles m'ont interpellée, elles m'ont dit maman, qu'est-ce que tu peux faire? Alors j'ai dit bon, d'accord. J'ai commencé à regarder et j'ai regardé par le prisme pas habituel, on va dire, j'ai regardé par le prisme juridique et par le prisme aussi des finances publiques. Et ça m'a amené très rapidement, en regardant en fait la mécanique, à me poser deux questions. La première, c'est comment ça se fait que le contrôle de la pertinence de l'engagement des finances publiques que l'on exige de la part des ONG ne soit pas présent concernant les projets qui sont portés à l'intérieur de la France. C'est quelque chose qui m'a un peu interpellée. Et la deuxième question qui était comment le CIO, qui n'est qu'une entité suisse, de droit suisse, peut finir par avoir une valeur supralégale dans notre droit. C'est sur la base de ces deux questions qu'en fait, moi, ça fait 2 ans que je travaille sur ce projet-là. Ce n'est pas une marotte, c'est vraiment un questionnement où je me suis dit comment est-ce qu'on peut en arriver là, et sachant que ce questionnement, il est beaucoup plus... il a des enjeux qui vont bien au-delà en fait, du projet lui-même. Depuis 2 ans que nous nous questionnons au sein du collectif, parmi le collectif, il y a Pierre Jeannot qui est là, qui est conseiller élu régional et qui vous adressera un mot. Nous avons travaillé donc toutes les pistes et ce qu'on s'est dit, c'est qu'habituellement, qu'est-ce qui se passe? Il y a des recours qui sont formés projet d'infrastructure par projet d'infrastructure. On le voit sur quelques grands projets qu'il y a, des méga-bassines, des autoroutes. Il faut savoir que les JO 2030, ça va être des retenues collinaires, ça va être des infrastructures routières, ça va être des infrastructures sur les sites. Et on s'est dit, à partir du moment où on a une loi olympique, on avait le modèle des JOP 2024, quand on a une loi olympique qui restreint la consultation du public, qui restreint la possibilité de faire des recours, ça sera très compliqué de les faire une fois que la loi va être votée. Donc nous, on s'est dit, s'il y a des irrégularités, des illégalités, il va falloir qu'on les souligne et qu'on fasse des actions bien en amont de tout cela. C'est pour ça que nous avons mandaté en fait nos avocats, dont un avocat maître greffe est ici présent et qui vous présentera les enjeux démocratiques et les enjeux juridiques de ce projet. Et nous avons aussi fait énormément d'actions, c'est-à-dire que, au-delà de la compréhension même des enjeux, notre rôle, c'est de donner de l'information à nos concitoyens et concitoyennes et aux élus. C'est pour ça que nous avons fait une campagne d'interpellation auprès des députés, mais nous sommes intervenus aussi devant les sénateurs. Et surtout, nous portons des actions concrètes, c'est-à-dire que nous sommes allés voir le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Lyon pour leur porter nos revendications. Nous sommes allés également au CIO il y a 14 mois et nous y retournerons le 24 octobre pour leur dire nous ne sommes pas en condition d'avoir ce projet-là. Et nous sommes allés aussi rencontrer au mois de juin, à l'occasion de la tenue donc, du Conseil des ministres délocalisé à Briançon, nous sommes allés rencontrer le délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Je vais laisser maintenant la parole à Pierre, qui est conseiller régional, qui va vous expliquer au niveau de la région Aura quel impact ça peut avoir en fait pour les régions. Oui, merci à toutes et tous. 2 mots peut-être pour me présenter. Donc je suis effectivement conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes depuis maintenant quelques années, 3 années. J'ai commencé un mandat, on va dire, où l'exécutif de Laurent Wauquiez était et s'autoproclamait comme celui qui allait promouvoir la montagne la plus durable d'Europe. Il faut savoir qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on est toujours les premiers, et notamment dans la gestion durable de la montagne. Et je rappelais simplement que la montagne est durable depuis à peu près 4,5 milliards d'années. Et si aujourd'hui quelqu'un la fragilise, c'est malheureusement l'être humain. Donc elle n'avait peut-être pas besoin de nous pour pouvoir continuer à exister. Et j'allais dire qu'elle existera malheureusement sans nous aussi. Enfin malheureusement. Si tant est qu'on puisse encore, j'allais dire,
vivre dans une planète soutenable dans quelques temps. À côté de ça aussi, un mot sur mon parcours, parce que moi je suis né à Voiron. Voiron, c'est le siège social de la Société Rossignol, et la Société Rossignol, ça a été peut-être une des plus grandes bénéficiaires des Jeux Olympiques de 1968, et d'ailleurs moi je suis né 3 jours après que Alain Calmat eut allumé la vasque olympique de Grenoble, ce qui fait qu'en fait mon parcours il est très étroitement lié au ski, et bien évidemment géographiquement aux montagnes qui entourent Grenoble, qui sont en fait essentiellement 4 massifs, qui sont enfin même presque 5, puisque je peux rajouter l'Oisans, mais essentiellement la Chartreuse, Beldonne, le Vercors, voilà, le Trièves, enfin tous ces massifs qui font rêver beaucoup de Parisiens, je le constate, l'Oisans, lorsque notamment je me balade dans le métro, où bien évidemment cette idée d'air pur, de ski, de liberté remplit vos espaces publicitaires et font que bien évidemment, et je serai dans votre cas, je sentirai les mêmes choses, un besoin inexorable de partir en montagne pour se changer. Donc il y a quelque chose dans la montagne qui est bien évidemment de l'ordre de l'imaginaire très très fort, et qu'ont bien compris aujourd'hui les stations qui exploitent cette image d'une montagne pure et d'une montagne qui nous rattache à la nature. Le problème, c'est que lorsqu'on annonce la candidature aux Jeux Olympiques 2030, c'est effectivement la plus grande surprise. On venait de sortir, j'allais dire un peu comme des enfants gâtés, de 2024. On avait déjà eu des Jeux Olympiques, et n'était-ce pas un caprice que de vouloir renchérir ou d'enchaîner avec de nouveaux Jeux Olympiques? C'est d'ailleurs assez inédit dans l'histoire de l'olympisme que d'avoir finalement, en l'espace d'une décennie, la capacité, soi-disant, de pouvoir recevoir, quand je dis recevoir, c'est bien évidemment et avant tout financer des Jeux Olympiques d'été, puis des Jeux Olympiques dans nos Alpes en 2030. Et donc, bien évidemment, c'était la volonté, j'allais presque dire d'un seul homme, enfin de 2 hommes, mais essentiellement de Laurent Wauquiez, dont je rappellerai ici qu'il a un rapport très étroit avec les élus de montagne, pour dire tout simplement que c'est bien évidemment un électorat qui lui tient à cœur, et c'est autour de ça tout un écosystème qui finance beaucoup de choses et dont il est bien évidemment éminemment dépendant, et à qui il doit bien évidemment le retour d'ascenseur. Nous avons enfin un personnage illustre en Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle Monsieur Chabert, qui est un ancien président du syndicat des Gilets Rouges, comprenez des moniteurs de ski, qui sont un groupe très puissant, et dans l'historique, qui sont en fait des personnes qui étaient avant tout il y a quelques années, dans les années 50 et 60, des paysans, et qui bien évidemment ont été les premiers bénéficiaires de cet or blanc qui tombait comme une manne financière, qui du coup alimente aujourd'hui près de 8,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ce qui bien évidemment nous rend extrêmement dépendants financièrement, économiquement, et surtout que, et c'est là la grande peine, je l'ai en discuté tout à l'heure, nous pose en difficulté quand on nous demande par quoi allez-vous remplacer le ski. Il n'y a pas de chiffre d'affaires de substitution, parce que pour recréer 8,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est très compliqué. Par contre, j'invite toujours à ceux qui nous citent le chiffre de 8,9 milliards de nous dire en quoi finalement cet argent va véritablement servir les projets de territoire, et notamment j'allais dire enrichir la montagne au sens propre du terme, c'est-à-dire sur le plan humain, sur le plan social, mais aussi bien évidemment sur le plan économique, parce que bien évidemment cet argent il est avant tout accaparé par les grandes compagnies d'exploitation que sont notamment la SATA, la Compagnie des Alpes, et où bien évidemment on s'amuse à concasser, à modifier, j'allais dire à détruire, parce qu'il faut construire des enneigeurs, parce qu'il faut construire des ascenseurs valéens, et parce qu'il faut construire des retenues collinaires. Donc la montagne aujourd'hui souffre énormément, et c'est bien évidemment là, lorsqu'on nous a annoncé la candidature aux Jeux Olympiques, quelque chose qui pour moi relevait bien évidemment du déni total, mais surtout parce que bien évidemment en matière de finances publiques et en finances publiques régionales particulièrement, tout ce qu'on ne donnera pas, tout ce qu'on donnera aux Jeux Olympiques 2030 n'ira pas sur ce qui est un véritable souhait, un désir des collectifs citoyens. Les collectifs citoyens aujourd'hui à Grenoble, nous en avons à peu près dans tous les massifs.
Et les massifs aujourd'hui, ce sont ceux qui voient de très près le dérèglement climatique. À Grenoble, nous avons déjà les 2 degrés d'augmentation de température. Donc nous, ce n'est pas une projection du GIEC, c'est une réalité avec laquelle on vit. C'est-à-dire que chaque année, au mois de novembre, nous scrutons le ciel. Nous attendons, quand je dis nous, parce que nous sommes tous des amoureux du ski, et notamment du ski de fond pour ma part, que la neige tombe. Mais plus que nous n'avons pas une éco-anxiété vis-à-vis de ça, comme l'ont tous les exploitants, comme l'ont tous les moniteurs de ski, comme l'ont tous les commerçants qui louent du matériel, qui vivent dans leur chair le dérèglement climatique, parce que leur vie en dépend, parce qu'ils ont des implantations, ils ont des investissements, ils ont des familles qui vivent sur les montagnes et qui chaque année en sont à incanter que la neige tombe, ce qui bien évidemment insécurise complètement et crée aujourd'hui dans ces environnements des climats très spéciaux. Enfin, je vous invite à vous déplacer un jour dans les réunions, des réunions publiques dans les montagnes, et vous verrez qu'il y a beaucoup de tragédies qui sont vécues, d'autant plus que les territoires sont un peu vidés parce que de manière très contradictoire, il y a une gentrification qui s'accélère dans les stations. Pourquoi ? Parce que les populations riches, franchement, je ne veux pas forcément m'en exclure, j'ai rien aujourd'hui de quelqu'un qui pourrait porter bien évidemment ces combats-là, du moins en les vivant. Mais ce qui est sûr aujourd'hui à Grenoble, c'est que les populations aisées, les CSP+, achètent massivement dans les stations de ski, en Chartreuse, en Oisans, Beldon, dans le Vercors, en font des résidences secondaires, et c'est catastrophique sur le plan social, c'est catastrophique sur le plan économique. Et donc en fait, comme on n'aide pas les régions, comme on n'aide pas les stations à rester sur des projets de territoire, cette gentrification s'accélère, et du coup on a effectivement des lits froids dans des proportions qui sont inadmissibles, mais on a surtout des villages qui sont en train de mourir parce que les commerçants, les professionnels de santé ne peuvent pas vivre au quotidien tant ils ont malheureusement des occupations qui sont très aléatoires et qui dépendent du bon vouloir de ceux qui veulent prendre l'air parfois de temps en temps pour pouvoir éviter les pollutions des vallées, notamment à Grenoble, puisque très vulgairement on nous appelle la cuvette grenobloise. Voilà, que je n'aime pas du tout comme expression, mais qui est peut-être une réalité. Voilà. Donc en fait, après, maintenant, pour en venir sur notre mobilisation elle est évidemment politique, parce que une politique régionale, c'est un arbitrage. Quand je disais tout à l'heure que ce qu'on met quelque part, on ne le met pas ailleurs, oui, c'est ça le combat. Le combat, c'est d'arrêter d'être dans l'illusion et préférer le réalisme au romantisme. Je dis ça parce que le romantisme, c'est vraiment quelque chose qui est inhérent aux Jeux Olympiques. On a des images formidables et des étoiles dans les yeux avec Guachel et Kili. Mais la réalité, c'est que ces gens-là, ils ont pris un peu d'âge, mais surtout, ils vendent une idée de la montagne avec laquelle on ne peut plus vivre, avec laquelle on a le devoir de ne plus vivre, et avec laquelle aujourd'hui, on doit non tellement forcément s'opposer à tous ceux qui veulent vivre dans cette inertie de la montagne, mais qui surtout empêchent de pouvoir réfléchir et de se projeter différemment sur la montagne. À la région, enfin, nous versons des millions d'euros à des stations qui sont perclues de subventions et qui sont richissimes. C'est Courchevel, c'est Méribel, c'est l'Alpe d'Huez, c'est les Deux Alpes. Tous ces gens-là qui sont la plupart du temps stations exploitées par des compagnies qui font des bénéfices, qui distribuent des dividendes et qui, bien évidemment, posent la question au-delà de la financiarisation de l'industrie du ski, la problématique aujourd'hui de la modélisation de la montagne pour finalement satisfaire le besoin de personnes qui viennent de la planète entière de plus en plus, puisqu'il y a un taux de pratique qui est très faible, à tel point que nous, à la région, on doit même financer des programmes pour un retour à la montagne, parce que bien évidemment, j'allais presque dire même des familles moyennes n'ont plus du tout les moyens de payer des forfaits. Et donc là, il y a une fracture sociale, une fracture territoriale, une fracture géographique, j'allais presque dire une fracture climatique qui bien évidemment nous oblige. Donc ces JO aujourd'hui, c'est le prisme de tout cela. C'est-à-dire qu'en fait, les JO continuent d'alimenter un romantisme qui, bien évidemment, non seulement nous éloigne des enjeux, mais ne nous permet pas de faire réfléchir les gens différemment, ne nous permet pas de nous projeter différemment, et au contraire cultive des imaginaires qui sont très délétères aujourd'hui, et des sondages qui sont complètement instrumentalisés, où on ne dit pas aux gens, au-delà d'adhérer à un principe de Jeux Olympiques qui peut que nous rallier, ce que ça va nous coûter, et surtout ce
vers quoi nous allons devoir renoncer. Et c'est ça le débat aujourd'hui. C'est ce que nous allons perdre pour pouvoir, pendant 2 semaines, alimenter la planète entière d'épreuves qui vont être ripollinées. Parce que je peux vous assurer que les sites, notamment je pense au Grand Bornand, va devoir être peinturé ou ripolliné pour pouvoir faire croire à la planète entière qu'à 1000 mètres d'altitude, en Savoie, il y a de la neige, alors que ça fait des années qu'il n'y en a plus, et que ça fait des années que, notamment pour les épreuves de biathlon, on vient avec des camions et des semi-remorques, avec des hélicoptères, pour pouvoir présenter, soi-disant, un milieu enneigé là où il ne l'est plus. Voilà donc un petit peu mon parcours, voilà pourquoi on combat, et pourquoi, grâce à Delphine, et puis à tous ceux qui, je remercie Jean-François Médément et Elisa Martin, qui sont des députés bon, moi je vous le dis, je suis écologiste, donc je les remercie, on porte les mêmes combats, mais eux particulièrement, les deux, sont ceux qui nous ont offert une fenêtre, ici même à l'Assemblée nationale, là où il se pose vraiment 2 questions essentielles. C'est pourquoi des dérogations dans le cadre de la loi spéciale, et donc ça pose la question de l'intérêt général. On ne peut déroger à une loi institutionnelle, je pense au double degré de juridiction, aux problématiques de l'intrusion dans la vie privée, de la surveillance, des règles d'urbanisme, qu'au nom d'un intérêt général. Et moi je pose la question, est-ce que les JO sont d'intérêt général? Et la deuxième question, c'est la question financière. C'est la question financière. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons encore l'indécence de se dire que c'est une priorité là où on va chercher 44 milliards, y compris bien évidemment auprès des plus exposés, les plus vulnérables, que ce soit les malades des franchises, que ce soit les retraités, et vous connaissez l'AIUS à côté de ça. Et bien aujourd'hui, nous disons-nous que c'est une indécence totale que de maintenir ce projet qui va coûter tellement d'argent aux régions, qui va coûter tellement d'argent à l'État, mais qui visiblement d'évidence s'impose encore pour un corps politique qui est, je pense au niveau de l'exécutif, complètement bien évidemment décorrélé des réalités de ces territoires. Merci Pierre, belle introduction, merci d'avoir appelé le Grand Bornand, c'est la photo que vous avez là, Coupe du monde de biathlon, donc ils sont allés vraiment chercher par camion. Il faut savoir que les JO de Vancouver, c'était pareil, c'était par hélicoptère. C'était soi-disant les JO les plus écolos, ceux de Vancouver, avec de la neige par hélicoptère. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que là, on va rentrer un peu dans une présentation. Je vais vous expliquer, en fait, l'idée, c'est d'expliquer la mécanique qu'il y a derrière et de vous expliquer et de permettre de répondre à la question, les jeux sont faits, pour nous, ils ne sont pas faits. Ils ne sont pas faits à différents niveaux, c'est-à-dire que si on est ici au sein de l'Assemblée nationale, c'est pour vous dire, vous avez une possibilité, vous avez un pouvoir, et vous avez le pouvoir de dire non. Alors, je ne sais plus, ça rappelle une pub, c'est vous avez le pouvoir de dire oui. Ben nous, c'est vous avez le pouvoir de dire non. Donc, en fait, on va vous expliquer, Clara, si on peut changer. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on vous l'a dit, et ben, il se trouve qu'en 2022 a commencé un dialogue informel entre le CIO, donc le CNOSF et les régions. Et il faut savoir qu'en fait, les régions, ça fait longtemps, c'est un vieux serpent de mer, hein, ces candidatures. On avait eu Albertville, etc. Donc, que ce soit la région Aura avait dit, ouais, il faudrait qu'on en ait d'autres. Et puis la région PACA, comme elle se dit, ouais, nous, on est toujours un peu, mais on a aussi des Alpes, on aimerait faire ça. Donc, en fait, c'est ressorti, ce serpent de mer est ressorti. Mais à l'origine, et ça, c'est très important, c'était pour 2034 ou 2038. Parce qu'il faut avoir le temps pour organiser. Pourquoi il faut avoir le temps? Parce que sinon, on a vraiment de sérieux problèmes et on va voir lesquels. Il se trouve qu'au même moment, en 2023, donc dans le budget 2023, a été voté un article 1655 septies du Code général des impôts. Et non, je n'apprends pas tous les numéros d'articles par cœur. C'était qui dit quoi? Eh bien, quand on organise des compétitions internationales de grande envergure, on a une exonération des organisateurs. Et ça va rebondir avec l'article 1er du projet de loi que vous avez sous vos yeux. Qu'est-ce qui se passe? En novembre 2023, c'est allé très 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 vite. Il se trouve que tout à coup, paf, on a quasiment simultanément un dépôt de cette candidature pour l'accueil des JO et l'attribution seulement à la France. Et pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, la candidature pour 2034 et 2038, elle s'est transformée par un coup de baguette magique de la part du CIO pour 2030. Et pourquoi pour 2030? Parce qu'il se trouve qu'il y a de moins en moins de candidats à l'accueil des Jeux, parce qu'en fait, ça coûte très cher, parce que les populations n'en veulent pas, et que les seuls candidats qu'il y avait pour 2030, c'était, après que Salt Lake City ait décliné 2030 pour exiger 2034, qu'est-ce qui restait en 2030? Il restait la Suisse,
qui est candidate régulière, mais qui est soumise à votation, et le peuple dit non. Alors, il faut savoir que la Suisse a le CIO, mais n'a pas les JO, c'est rigolo. Et la Suède qui dit non seulement nous devons consulter notre population, mais eux, en plus, ils ont l'indécence de dire les garanties financières qui sont exigées de nous, nous ne voulons pas les donner. Donc, autant dire que c'était 2 candidatures qui étaient perdues d'avance pour le CIO, qui a donc exigé de la France de venir en 2030. Et là, on est quand même dans quelque chose qui est tout à fait hallucinant, c'est que personne, rien n'oblige les porteurs de candidature à candidater. Les JO, ça n'est pas une obligation, on va le rappeler, on peut très bien vivre sans avoir des Jeux Olympiques. On peut même très bien vivre sans avoir des Jeux Olympiques. Et j'adore les Jeux Olympiques, j'ai toujours regardé les Jeux Olympiques. Mais là, on a aussi une autre décision qui est trop bien, 2030 des JO, et vous savez pourquoi ça a été accepté? Eh bien, M. Muselier va vous le dire, parce que si ça se trouve, après 2030, on n'aura plus de neige, alors s'il doit y avoir les derniers JO, autant que ce soit nous qui les ayons. On peut quand même se poser des questions quand on entend ça. Donc, en fait, on a volontairement décidé de candidater pour 2030. On était en 2023, c'était déjà des délais qui étaient très courts. Et ça, c'était avant qu'il y ait toute une série de malencontreux retardements qui fait qu'on est maintenant septembre 2025, on n'a toujours pas le plan pour les sites. Bon, on en revient. 2023-2024, qu'est-ce qui se passe? Novembre 2023, juillet 2024, on est ce qu'on appelle dans le dialogue ciblé entre le CIO et les porteurs de candidature. Ce dialogue ciblé, qu'est-ce qu'il doit permettre? Il permet au CIO de s'assurer que les 23 garanties qu'il exige vont pouvoir être remplies. Il s'assure aussi, le CIO, que quoi? Que les sites qui sont retenus sont propices à la retransmission télévisuelle, parce que c'est ça qui est important, ce n'est pas le sport, c'est la retransmission qui est importante. Et pendant ce dialogue ciblé, on était seul en lice. Et au lieu de se dire, le CIO a énormément d'exigences, nous allons peut-être dire, écoutez, on va être obligé de déréguler notre droit de l'environnement, on pourrait se dire que non, le CIO va respecter, parce que c'est toujours mieux d'avoir un cadre plus protecteur, on peut peut-être changer le modèle des Jeux Olympiques, vous voulez les rendre responsables, écologiques, durables, respecter notre cadre qui permet ça. Non, 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 on s'est soumis intégralement et volontairement à toutes les exigences du CIO, en toute connaissance de cause. On a eu Paris 2024, on savait que répondre aux exigences du CIO, c'est repris dans des engagements contractuels, on a des obligations contractuelles qu'on ne peut pas remplir dans le cadre de notre cadre réglementaire et législatif actuel, on sera obligé d'avoir une loi olympique dérégulatrice. On accepte ça en toute connaissance de cause. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une force majeure, ce n'est pas externe, c'est nous qui l'avons voulu. Enfin, nous, pas moi personnellement. On est en juin 2024, que se passe-t-il? On doit donner ces lettres d'engagement au CIO et notamment les fameuses garanties financières. Ces garanties financières, on va les détailler, elles sont au nombre de 3 et c'est un petit peu la condition sine qua non pour qu'on puisse avoir l'attribution définitive de ces jeux. Monsieur Attal, alors Premier ministre, a l'idée de demander quand même un rapport à l'Inspection générale des finances en se disant est-ce que le budget qui est présenté pour les jeux est réaliste, sachant que il faut savoir quand même, un vice-président du CIO qui s'appelle Dick Pound a dit « Les meilleurs ouvrages de science-fiction, c'est les dossiers de candidature, tellement ils ne sont pas réalistes. » Donc en fait, je pense que l'IGF, au courant de ça, a rendu un rapport. Ce rapport flash, personne ne l'a jamais vu, seul le média La Lettre en a eu un petit peu un aperçu. Et on se retrouve sur la base de ce rapport flash avec M. Attal qui décide de ne pas signer les garanties financières, parce qu'il était prévu quand même un déficit de l'ordre de 900 millions d'euros. Là-dessus, on a évidemment une dissolution de l'Assemblée nationale, on a un nouveau Premier ministre, M. Barnier, M. Gillot quand même, qui lui va s'empresser de signer les fameuses garanties financières. On va rappeler que quand M. Barnier était Premier ministre, il était encore membre de la commission durabilité et héritage du CIO, que M. Barnier, juste avant de partir, a fait une lettre aux inspections générales des finances, aux inspections de l'environnement et des sports pour leur dire il faut relancer le projet JOP 2030 et qu'à peine démissionné, il a été recruté pour une mission bénévole de la part du CIO et qu'il est membre honoraire du COJOP, quand même. C'est la seule chose qu'il ait signé de tout son... Voilà. Peut-être qu'il a signé d'autres choses, des chèques, un chèque en blanc, en l'occurrence, par le biais des garanties financières. On se retrouve avec la création donc, du COJOP et de la Solidio. On va dire quand même que les garanties financières, en termes d'engagement de finances publiques et de comptabilité publique, ça s'appelle un engagement comptable. Donc là, on est déjà quand même sur des engagements comptables, dont notamment un engagement
qui a un chèque en blanc? C'est un blanc-seing. Donc, on se dit, on sait tous quand même qu'on essaie de ne pas dépenser plus que ce qu'on a, mais là, en l'occurrence, ça n'a pas l'air de s'appliquer. On a en février 2025 la création du COJOP et de la Solidéo, et on a dans le projet de loi de finances 2025, donc dans le budget, les 2 premières garanties qui disent donc on va détailler ces garanties, mais on remboursera les sommes rétrocédées par le CIO à hauteur de 500 millions d'euros, ça c'est garanti, et comme on est obligé de faire un emprunt, l'État va le garantir à hauteur de 70 millions d'euros. En mars 2025, comme il y avait eu un changement de gouvernement, que le CIO était il était quand même suffisamment fébrile pour n'avoir jamais signé le contrat olympique, alors que l'attribution avait eu lieu en juillet 2024. Donc en fait, ils avaient attribué sous condition de ces garanties financières, elles ont été signées. Normalement, le même jour, le 24 juillet, le contrat aurait dû être signé. C'est l'article 36 de la Charte olympique qui le dit, ça n'a jamais été signé. On a été obligé de faire une action en justice pour savoir que le CIO n'avait jamais signé ce contrat. On se trouve donc à avoir des garanties financières qui sont données alors même qu'un contrat qui oblige ces garanties financières n'avait jamais été signé. Donc ça peut nous poser un peu des questions. Et on a donc, une fois la réitération donc, de cet engagement comptable de la part de M. Bayrou, on a enfin le 9 avril la signature de ce contrat olympique qui constitue un engagement juridique. Alors, on va vous parler un petit peu quand même du modèle économique du CIO, parce que c'est ça qui sous-tend, c'est à cause du modèle économique du CIO que vous allez devoir voter un projet de loi olympique. Pourquoi? D'abord, il faut savoir que les sources de revenus du CIO, le CIO, on va le rappeler, association à but non lucratif de droit suisse. Alors, le non lucratif peut un peu interroger, c'est quand même une association qui chaque jour reverse 5,7 millions de dollars aux fédérations internationales. C'est-à-dire que demain matin, vous allez vous lever et vous allez vous dire « chic, le CIO va payer 5,7 millions de dollars » aux fédérations internationales. Mais c'est 90%... Oui, c'est aux fédérations internationales de sport, tout à fait, dont certaines sont logées au sein du CIO. Et il faut savoir que ça représente 90% des revenus qu'il peut avoir. Donc il y a encore 10% qui leur permet de vraiment bien vivre. Les sources de revenus du CIO, c'est les droits de retransmission télévisuelle. Ça, c'est depuis les années Samaranch, en fait, depuis les années 80 que ce modèle économique a été développé. Et c'est aussi les contrats de partenariat, notamment Coca-Cola, Samsung, Omega, etc., que vous connaissez tous. Ce qui se passe, c'est que c'est tellement rentable, en fait, ce modèle économique, que le CIO va sécuriser. Il veut sécuriser, en fait, ce modèle. Et comment est-ce qu'il le sécurise? De 2 manières. Par la charte olympique qui dit dans sa règle numéro 33, quiconque candidate doit impérativement se soumettre à nos volontés, condition du CIO, c'est intégré. Et il y a aussi ces fameuses 23 garanties, dont notamment les 3 garanties financières. La garantie que donc on remboursera les rétrocessions au titre des droits de retransmission et des partenariats, qu'on va avoir une garantie qui concerne les emprunts, bon ça ne concerne pas trop le CIO, et qu'on va avoir surtout la 3e garantie qui est emblématique, que dès lors qu'il y aura un déficit dans le budget du comité d'organisation des Jeux Olympiques, ce déficit sera intégralement prise en charge par les porteurs du projet. Et ça, c'est une condition absolue de la part du CIO. On a donc ces engagements qui sont pris pendant le dialogue ciblé, qui se transforment dans le contrat olympique. Ce contrat, il fait référence à ces engagements qui sont pris. C'est des lettres d'engagement qui peuvent être, par exemple, de la part de la commune de Briançon, de dire oui, nous on fournira tant de logements, on fournira la mise à disposition de nos services de santé, le département va fournir, par exemple, les services départementaux pour l'entretien des routes, etc., pour la sécurisation. On s'engage à tout cela. Ces engagements, ils sont formalisés dans un contrat à haute, et là, ils deviennent des obligations contractuelles. Et là, le problème, c'est que, on a un problème, c'est qu'on ne peut pas les respecter. Les engagements, alors on dit, c'est pas grave, on va sortir une loi spéciale olympique. Et à tel point, c'est une loi qui est faite pour respecter les engagements, c'est que c'est quand même le titre du titre premier, des dispositions permettant le respect des engagements du contrat. C'est pas pour organiser des JO qu'on a une loi, c'est pour respecter nos engagements avec le CIO. Et sachant qu'on a été d'accord que ce sont des décisions volontaires, tout cela. Ça n'est absolument pas une obligation. On a aussi un projet, on l'a dit, et Pierre vous l'a décrit, c'est un projet qui est éminemment politique. Et le fait d'avoir un projet politique, ça a des implications. On a donc ces 2 présidents de région qui, au départ, voulaient partir chacun de leur côté. On leur a dit non, c'est mieux de vous associer. Derrière, il y avait aussi M. Estrosi, ne l'oublions pas,
celui-là, on n'en parle pas, mais c'est celui qui pèse le plus dans la balance. Et on avait M. Macron qui a dit, c'est un super projet, je vous donne ma bénédiction, surtout continuez. Mais comme on a un projet politique avec différentes personnalités politiques, on a un projet qui inclut tout l'arc alpin. Et c'est combien? C'est 500 et quelques kilomètres, je crois, Eric? C'est 586 kilomètres, je crois, entre les deux sites. Ouais, ça dépend par quel col on passe. En tout cas, à pied, ça fait super long, hein, je peux vous dire. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un projet politique où on s'est engagé pour 2030, alors que c'était déjà extrêmement court. C'est inédit entre le moment de l'attribution, le moment de la signature du contrat et le moment où on va devoir avoir les premières infrastructures, c'est inédit. Qu'est-ce qui se passe quand on a des délais contraints? La variable d'ajustement, c'est le budget. Donc on va avoir des coûts qui vont exploser. Et puis surtout, c'est comme on multiplie les sites, on multiplie les villages olympiques. Et comme on multiplie les villages olympiques, on va multiplier aussi peut-être les villages des médias, etc., etc. On a une répartition des sites, on l'a dit, pourquoi on n'a pas la liste des sites? Ils sont encore en train de discuter. Parce qu'en effet, s'il y a, Val d'Isère, mais Ribel a dit, moi je suis plus d'accord. Muselier dit, mais s'il y a Val d'Isère, moi je veux qu'il y ait Isola 2000 ou Pralou. Et puis là, ils sont en train de tirer, puis tout à coup, il y a quelqu'un qui dit « Ah ouais, mais en fait, si on multiplie les sites, ça va exploser le budget et il faut qu'on fasse des réductions, parce que là, ça ne va pas passer, ça passe déjà pas. » Donc, on a aussi une carte des sites qui n'est pas validée. Ça devait être fait pour le 31 décembre 2024 au plus tard, d'après le contrat, toujours pas. Ça provoque donc une incertitude sur les budgets. On va rappeler qu'on a eu des engagements comptables sur la base d'un budget qui n'est toujours pas définitif. Moi, je me pose quand même la question, c'est comment est-ce qu'on peut avoir ça? Et on a surtout une décision d'avoir des épreuves à Nice. Alors, il faut savoir quand même que M. Muselier nous a vendu les JO 2030, c'est la JO neige et chalet. Et il voulait tellement communiquer là-dessus qu'au lendemain, en fait, du dépôt de candidature, il a fait une merveilleuse plaquette. Alors moi, je suis de la région PACA. Hein. Il a fait une merveilleuse plaquette avec une très belle photo. Vous l'avez vu? Un chalet qui croulait sous la neige, mais il y en avait comme ça. Alors le problème, c'est qu'elle avait été prise en Suisse. Donc en fait, il y a des internautes suisses qui ont dit ayez l'indécence. En plus, la candidature de la Suisse, elle a été écartée. En plus, vous récupérez une de nos photos. Parce qu'évidemment, on n'allait pas mettre une photo de Nice parce que ça ressemblait un peu trop à Sochi. Donc en fait, c'est neige et chalet, ou mer et palmier, on ne sait pas trop. Mais surtout, c'est des stades de hockey sur glace. Et oui, il va y avoir les épreuves de patinage, et ça représente de l'argent quand même, le patinage, parce que la finale de hockey sur glace, le hockey, en Amérique du Nord, c'est très, très regardé. Donc en fait, en termes de retransmission télévisuelle, ça a une énorme valeur. Et là, on va se retrouver avec des infrastructures qu'il va falloir réaliser, et on se trouve à avoir des épreuves de patinage, des épreuves de hockey sur glace, alors qu'on a 3000 licenciés sur la région PACA. Et là, donc, on va construire une infrastructure avec 15 000 places, et on dit, mais mince, on ne va pas pouvoir vendre les billets. Alors, ce n'est pas nous qui le disons, c'est le rapport de l'Inspection générale des finances de mars 2025. Ils disent, bon, alors si on ne peut pas avoir les spectateurs dans le coin, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller les chercher en Italie, parce qu'eux, ils aiment mieux le hockey sur glace. Et on dit, mais on a des patinoires en région Auvergne-Rhône-Alpes. Pourquoi on ne les utilise pas? Non, on va dépenser de l'argent parce que c'est un projet politique. On a fait le choix d'aller mettre des patinoires à Nice, où on va construire des patinoires avec 15 000 places. On ne va pas pouvoir vendre les billets, on va aller chercher des spectateurs en Italie, sachant qu'en Italie, à Milan, 4 ans auparavant, ils auront eu les Jeux. Donc, ils avaient une patinoire. Donc, quitte à aller avoir des spectateurs italiens, on va faire les épreuves là-bas. Non, voilà. Donc, ça, c'est les conséquences d'un projet politique. Et enfin, surtout, c'est un projet qui est tellement politique qu'il y a une totale opacité, en fait, sur... on a accès, Pierre vous le dira, on n'a accès à aucun document, aucun rapport de l'Inspection générale des finances. On en est à la quatrième rapport. On n'en a toujours pas un. Enfin, nous, on en a eu un. Vous l'avez pas, je pense. Et surtout, on n'a jamais pensé à auditionner les gens de l'Inspection générale des finances. Alors que ça va être les premiers à vous dire la réalité des budgets. Et on a une totale confiscation du processus décisionnel, et ça, c'est Jérôme Grève qui vous en parlera. Tout ça nous amène à la nécessité de la loi olympique. Alors la nécessité, on le répète, non. On n'est pas obligé d'avoir une loi olympique parce qu'on n'est pas obligé de déréguler. Parce que si on avait eu les Jeux en 2038, on n'a pas besoin d'avoir des processus, on n'a pas besoin de déréguler notre droit de l'environnement puisqu'on a le temps de mener des évaluations d'impact environnemental. On n'a pas besoin de détricoter le droit de l'urbanisme, les SCOT, les SRADET, les machins, parce qu'on aura le temps d'inscrire ça partout. Puis surtout, on aurait eu le temps d'inscrire ça dans des programmes électoraux. Parce qu'en fait,
pas un seul porteur du projet n'a été élu sur la base des Jeux Olympiques dans son programme. Et là, on est une fois de plus dans la confiscation du processus démocratique. On a donc une loi qui est le résultat de décisions prises par un très faible nombre de personnes, 5 hommes, l'appartient, ancien président du CNOFS, Monsieur Muselier, Monsieur Vauquier à l'époque, président de la région, Monsieur Estrosi et Monsieur Macron. Oui, toujours président, oui, honoraire, et tout en opacité et surtout en absence du processus démocratique. Et là, on a donc un continuum de décisions qui ont créé leurs propres contraintes. Et là, on est en train de vous dire, faut voter la loi olympique parce que sinon on ne pourra pas. Mais en fait, c'est nous-mêmes qui nous sommes mis dans cette situation-là. Et moi, je suis juriste, et il y a une règle qui s'appelle nemo ditour. C'est-à-dire que nul ne peut invoquer sa propre turpitude. Mais voilà. C'est nous qui avons créé ça. Donc on ne peut pas dire maintenant, mais on est obligé d'avoir une loi. Non, on n'est pas obligé d'avoir cette loi. On peut décider de ne pas avoir cette loi et on vous parlera comment. Et surtout ce que ça implique. On a une loi surtout qui devrait être sous-tendue par l'intérêt général. Pierre vous l'a dit, mais cet intérêt général, il n'a jamais été débattu puisqu'on n'a jamais eu de débat là-dessus. Et ce n'est pas parce qu'on a des Jeux Olympiques, c'est marqué intérêt général. L'intérêt général, c'est une notion qui évolue dans le temps. Et quand on a une catastrophe climatique en cours et environnementale, peut-être que l'intérêt général, c'est de tout faire pour faire face, anticiper aux conséquences de cela et mettre un peu de résilience, qui est le mot à la mode. On a un intérêt général, quelqu'un nous a dit, c'est quand même bizarre parce que le titre premier, c'est « Dispositions permettant le respect des stipulations du contrat hôte », mais ça, c'est pour le CIO, donc c'est un intérêt général qui est un peu particulier quand même. Il est réduit un peu au CIO, c'est plus vraiment général, c'est un tout petit peu général, mais surtout pour le CIO. Et on a aussi une loi qui aura un très fort impact sur les habitants et les habitantes des territoires, c'est moi, toi, un peu moins vous, mais vous allez contribuer quand même, puisque ça va coûter extrêmement cher, et ça va attenter à nos droits et libertés publiques. Je vais quand même vous expliquer, j'habite un tout petit village, régulièrement on a le rallye de Monte-Carlo qui passe, il y a une seule route. Alors, elle passe par un col, le col est fermé pendant l'hiver, ce qui fait que nous, habitants des territoires, nous ne pouvons pas aller d'une vallée à une autre. En revanche, il est déneigé quand il y a le rallye de Monte-Carlo, la voie est privatisée, ce qui fait que nous sommes confinés chez nous pendant toute la durée du rallye et des essais, etc., etc. Voilà ce qui se passe. Voilà, dans nos territoires très contraints physiquement, ce que ça veut dire quand vous avez des restrictions de circulation pour l'organisation, et on a... tout le temps, le Tour de France aussi, c'est pareil. En fait, c'est que nous, on devient un terrain de jeu pour l'organisation de ces grands événements sportifs. Je vais maintenant vous parler des enjeux financiers et on va détailler les 3 petits budgets. Alors, on a le budget du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Oui, c'est des petits cochons. Ils sont sympathiques, mais les budgets ils vont être vachement moins sympathiques. Le budget du COJOP, c'est celui dont on parle le plus. C'est celui qui est un peu, qui vous est mis devant. C'est le seul qu'on a à disposition dans le dossier de candidature et dans le rapport de la commission de futurs hôtes du CIO qui est sur le site du CIO. On a un autre budget qui est celui de la Solidéo, qui est la Société de livraison des ouvrages olympiques. On ne sait pas trop. On va avoir peut-être 1 milliard à la louche. Et on a surtout un budget dont on ne parle jamais, un petit cochon caché, on va l'appeler. Le petit cochon caché s'appelle le budget de mobilisation des services de l'État. Et ce budget de mobilisation des services de l'État, pourquoi il est là? Parce que je vous le rappelle, on a 23 garanties qui ont été demandées, et notamment parmi les exigences du CIO, c'est la mise à disposition intégrale des services de l'État pour livrer des jeux. Ça va être les services préfectoraux pour délivrer des visas, selon des dérogations pour l'obtention des visas, ça va être les services de secours et d'incendie, ça va être les services de santé, mise à disposition à titre gratuit, prioritairement, 23 millions, ça a coûté pour Paris 2024. Ça va être la mise à disposition des services de la justice pour les comparutions immédiates pour toutes les personnes qui seront privées d'aller regarder, des personnes comme moi qui vont être assignées à résidence dès le début, je pense, etc., etc. Oh, pardon. On a cette mobilisation des services de l'État et je vous expliquerai combien ça a coûté pour Paris 2024. On a donc, en termes de règles comptables, de comptabilité publique, ce séquençage dans le temps. On a un engagement comptable, on l'a vu, c'était la signature des garanties financières. On a un engagement juridique qui était la signature du contrat. Et on va vous demander la validation législative. Et moi, je dis, il y a un petit problème, parce qu'on a des principes de finances publiques. Normalement, on ne peut signer un engagement comptable que si on est certain de pouvoir le financer. Et là, on est sur la base de budget dont on ne sait rien. Vous n'avez pas le dernier rapport de l'IGF. Vous ne savez pas combien ça va coûter. Sachant que le dernier rapport de l'IGF, il est certainement très en dessous de ce qui va se passer en réalité. Et on vous dit, c'est pas grave,
Alors, on a voté des garanties, c'était un engagement comptable aléatoire, mais c'est pas grave. Moi, j'appelle ça un budget insincère. Et vous savez, normalement, ce qu'il en fait d'un budget insincère, on n'a pas le droit de le voter. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, voilà ce que ça va donner de voter la loi. On est donc sur ces enjeux financiers. On a parlé donc des 3 garanties. Alors, les garanties financières, on a vu que c'est le remboursement des sommes rétrocédées par le CIO en cas d'annulation. On a donc ces 500 millions qui ont été votés dans le budget 2025. On a des emprunts souscrits, 70 millions ont été budgétisés dans le budget 2025, et on a surtout cette 3e garantie, la prise en charge du futur déficit du COJOP, sachant que, comme l'a dit M. Lapartien lui-même, les Jeux Olympiques d'hiver sont toujours déficitaires. Donc en fait, comme l'a dit M. Bayrou, je signe un chèque, je ne sais pas le montant, mais je le signe. Et là, on a entendu, il ne faudrait peut-être pas le signer, parce que là, il y a quand même un gros souci. Vous êtes en train de signer un chèque en blanc et de nous annoncer quelques semaines après, nous allons diminuer drastiquement les budgets, y compris le budget du ministère des Sports, moins 17,6%, y compris le budget des collectivités territoriales, et vous allez vous arranger pour, en ayant moins d'argent, pouvoir débourser plus d'argent. C'est bon. Je vais vous donner un petit retour d'expérience des JO 2024 sur la base de la note d'étape de la Cour des comptes, qui est arrivée fort opportunément. On avait notre petit cochon du budget du COJOP qui a été sur la candidature à 1,3 milliard de financement public. On est arrivé à presque 6 milliards, et ça, c'était sans le budget de l'ARS, sans certains budgets, et notamment au niveau des impôts. On a une petite augmentation, 454%, sachant que l'augmentation moyenne entre le budget de candidature et la réalité, c'est 179%, sachant que la palme olympique est détenue par Sochi, mais là, c'est toute catégorie, ils sont même hors catégorie. On parlait tout à l'heure du budget mobilisation des services de l'État, 2,1 milliards d'euros, dont 13 ou 14 millions, rien que pour le fonctionnement de la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Moi, je vous dis, j'habite dans un tout petit territoire, on sait ce qu'on en ferait des 13 ou 14 millions. On a un budget de la sécurité, tout budget confondu, c'est-à-dire entre le budget du COJOP, de la Solidéo, de la mobilisation de l'État, on est sur 2,01 milliards d'euros. Et surtout, on vous a dit, vous avez entendu partout dans les médias, le budget du COJOP, il était bénéficiaire, on a fait 78 millions et quelque chose comme ça. Alors, c'est pas ce que dit la Cour des comptes. La Cour des comptes, elle dit on était à 28 millions. Elle dit, pourquoi on était à 28 millions ? Parce qu'on a reporté sur les autres petits budgets, là, sur les autres petits cochons, on a reporté 37 millions. Et pourquoi on a reporté 37 millions des charges, de certaines charges ? Parce qu'il ne fallait surtout pas faire apparaître qu'on était déficitaire, sinon on était obligé de mettre en œuvre la garantie. Donc artificiellement, on a transvasé, on a fait des transvasements entre les différents budgets pour cocorico dire « Hurrah !» Vous voyez, on a tenu nos promesses avec Paris 2024, on était bénéficiaire. Mais ce que vous dit pas le COJOP, c'est cocorico, sur les ça a coûté 6 milliards d'argent public sur un budget de 12 milliards en tout. Donc, même ça va être un peu plus 6 milliards, on est sur 60% d'argent public quand on a cessé de communiquer sur 97% d'argent privé. Il y a un petit différentiel quand même qu'il va falloir interroger. Sachant que le budget de la mobilisation des services de l'État, par exemple les forces de l'ordre ou quoi que ce soit, c'est des choses, il va falloir renflouer les enveloppes et on va retrouver ça sur le budget 2026. En plus des premières dépenses pour les JOP 2030. Un petit point sur les budgets actuels est prévu pour les JO 2030. On avait un budget de candidature à 1,95 milliard d'euros. On a le dernier rapport de l'Inspection générale des finances, et je vous recommande vraiment de l'avoir parce qu'il est très, très agréable à lire. De 2,19 milliards d'euros, alors déjà, et donc on a un différentiel, on devait avoir 462 millions d'euros, dont 23% pour le budget du COJOP d'argent public. Alors ça aussi, on est champion olympique toute catégorie, il faut savoir Salt Lake City, c'est 0% d'argent public. Il n'y a que Almaty, Kazakhstan qui avaient candidaté avec 14%, ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, mais là ils étaient 14% et nous on arrive 23%. Alors ça c'était avant. C'est-à-dire que maintenant, ce que nous dit l'Inspection générale des finances, on est sur un budget de 724 millions d'euros de financement public. Et là, on se dit, c'était 362 millions pour l'État et 50 millions pour chaque région. On va se demander à quoi va faire face les régions. Nous, on ne sait pas. On avait une garantie sur les emprunts qui était à hauteur de 70 millions. Et là, l'Inspection générale des finances dit non, mais ça ne va pas du tout. Entre les différentiels, entre les dépenses et les recettes, il va vous falloir 200 millions d'emprunts pour faire un fonds de roulement de trésorerie. Donc ça veut dire que dans les prochains budgets, notamment 2028 au plus tard, il va falloir voter ce surplus de 130 millions. Et nous avons un budget de la Solidéo
autour d'1 milliard, dont 800 millions d'argent public, on ne sait pas, peut-être qu'Éric vous donnera des informations. Et on a notre petit cochon de la mobilisation des services de l'État, on ne sait pas. Mais quand on a 5 villages olympiques, quand on a 500 et quelques kilomètres couverts, quand on a des points aux frontières près de Nice, près de Montgenèvre, qui sont en matière de sécurité publique, des enjeux, c'est quand même des chemins migratoires où il y a une militarisation en fait des frontières, nous on se dit, on ne va pas diviser le budget de mobilisation des services de l'État par 2. Non, on va avoir un très fort budget de mobilisation des services de l'État, notamment parce qu'on a des sites qui sont extrêmement éloignés les uns des autres. Et bien maintenant, j'ai laissé la place à mon collègue, parce qu'on a, sur les infrastructures, on a donc l'anneau de vitesse. Vous savez, c'est ces gens qui patinent super vite, comme ça, etc. Ben, on n'a pas d'anneau de vitesse. Alors on se dit, ben, on va peut-être aller en Italie ou aux Pays-Bas. On a les infrastructures de patinage, on en a déjà parlé, c'est-à-dire qu'on va faire du patinage là où il n'y a personne qui patine. On a les pistes de bobsleigh et tremplins saut à ski, et on a des infrastructures, des ascenseurs valléens, et tout ça, je laisse la place à Eric. Tu peux te présenter aussi, parce que j'ai oublié de te présenter. Bonjour à toutes et tous. Eric Adamkiewicz, je suis maître de conférence en développement territorial et management du sport à l'Université de Toulouse. Et alors, pourquoi je suis là ? Je suis là parce qu'en fait, je suis en train de boucler un parcours de vie qui a commencé avec les Jeux Olympiques d'Albertville, puisque ma première mission comme chercheur, à la demande du Premier ministre Michel Rocard, ça a été de trouver des solutions pour l'usage post-olympique de la piste de bobsleigh, parce que s'était rendu compte en 1990 qu'on en était déjà au doublement du prix de la piste de bob et on ne savait pas pourquoi. Et j'ai l'impression que 30 ans après, c'est bis repetita, c'est-à-dire qu'on a tiré des conclusions d'Albertville, on a notamment créé la Solidéo, c'est-à-dire qu'on a séparé les budgets d'organisation des budgets infrastructures. On avait déjà fait ça pour la Coupe du Monde de foot 98, pour les plus anciens ils s'en souviennent, ce qui fait que la Coupe du Monde 98 avait été bénéficiaire, parce qu'on avait sorti artificiellement tout le budget de construction des stades, par exemple le stade de France, 1 milliard de francs à l'époque, il n'était pas dans le budget de l'organisation de la Coupe du Monde. Donc forcément, on avait fait un bénéfice. Et on reste dans cette même logique. Et moi, je suis stupéfait, à tel point que j'en parle avec les étudiants et que parfois ils ont du mal à me croire. Je leur dis, vous voyez, finalement, on apprend de l'histoire, on apprend qu'on n'apprend pas grand-chose, si ce n'est reproduire les mêmes erreurs. Alors, est-ce que ce sont des erreurs ou est-ce que ce sont des démarches qui sont volontaires ? Je laisserai à chacun le choix de se positionner. Alors non seulement j'ai travaillé pour Albertville 92 pour les retombées de la piste de bobsleigh, mais en plus j'ai été pendant un moment de ma vie, puisque au milieu de ma carrière d'universitaire, j'ai suspendu, je suis parti en disponibilité, j'ai dirigé l'Office de tourisme des Arcs pendant 6 ans et demi, et donc je me suis intéressé à la problématique du tourisme en montagne. Puis, à la suite d'un différend avec des élus, j'ai été licencié, donc je me suis retrouvé au chômage, j'ai monté une société. À ce moment-là, j'étais consultant. Il y avait la candidature d'Annecy et j'ai fait partie d'un groupe qui a travaillé sur l'élaboration d'un projet pour la halte de vitesse pour les projets d'Annecy 2018, où l'objectif était de faire que l'équipement soit le moins déficitaire possible. Ce qui fait que j'ai dans ma besace 2 expériences olympiques antérieures. Et à chaque fois, je me dis, non, on ne va pas reproduire les mêmes boulettes. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes boulettes, puisque, comme l'a dit Delphine, on est sur un cas d'école qui n'est jamais arrivé dans l'histoire olympique, c'est-à-dire que le CIO a imposé la date à une nation, qui l'a acceptée. Mais c'est quand même le CIO qui a dit, non, 2034-2038, vous ne pouvez pas, mais 2030, on vous le donne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Renaud Muselier, article de la Provence, novembre 2023, vous pourrez retrouver les éléments. Ce qui fait que lorsqu'on en est à choisir d'avoir les jeux, et aujourd'hui la grosse interrogation, c'est que nous n'avons toujours pas la carte des sites qui est définitive. Nous savons qu'il faut faire des tests sur les sites 1 an avant, ça fait partie des protocoles pour les épreuves. Et lorsqu'on lit les documents qui existent, à savoir les 2 seuls que moi j'ai pu consulter, c'est-à-dire le rapport de la mission du CIO sur la mission future haute, même les fédérations internationales s'interrogent pour certains sites en disant on espère que ça va bien se passer parce que les sites n'ont jamais organisé une manifestation internationale, qu'elle soit valide ou paralympique. Alors des gros points noirs sur les patinoires,
avec des incidences budgétaires importantes. C'est-à-dire que si on fait une patinoire avec 15 000 places ou 7 000, bah forcément le nombre de billets vendus ne va pas être le même. Est-ce qu'on va couvrir le stade de Nice? Le stade de Nice qui est dans le cadre d'un partenariat public-privé. Il y a donc des redevances à payer à la structure, en l'occurrence Bouygues, qui gère le stade de Nice, parce que le foot ne pourra pas jouer. Et le club de foot, comment on négocie avec eux? Alors là, c'est l'opacité la plus complète, mais tout est gratuit. Je rappelle que Estrosi, son prénom m'échappe. Christian, excusez-moi. Christian Estrosi avait annoncé que la patinoire créée par les Jeux Olympiques coûterait 20 millions d'euros, mais 0 euros aux Niçois et aux personnes de la métropole de Nice. Le CIO, malheureusement, a annoncé 53 millions d'euros et une redevance annuelle d'équilibre équivalente à 650 000 euros pour sauver les meubles avec cette infrastructure. Et comme le rappelait Delphine, des patinoires, on en a dans l'arc alpin, de Marseille jusqu'à Grenoble, ou Lyon, ou Pralognan-Lavanoise, pour laquelle c'était une patinoire olympique de 92 et qui est au cœur des problèmes de gestion quotidien de cette commune, puisqu'ils ne savent pas si est-ce qu'on ferme la patinoire ou est-ce qu'on fait un nouveau télésiège. Et vous avez les équipes municipales qui sautent, c'est le cas de le dire, qui démissionnent parce qu'ils ne sont pas d'accord. Patinoire, remontée mécanique, qu'est-ce qu'on fait pour sauver le village? Donc on a des enjeux sur ces infrastructures. Et quand je vous dis que l'histoire se répète, l'histoire bégaye, c'est-à-dire que quand on s'est planté sur la piste de bobsleigh et sur les tremplins de Courchevel en 92, alors qu'on avait du temps pour les réaliser, là aujourd'hui on a encore des atermoiements sur l'histoire des patinoires sur Nice. On a des questions sur quelle réhabilitation pour les équipements présentés abusivement comme déjà existants, comme la piste de bobsleigh ou les tremplins de la Plagne, qui sont déficitaires chroniquement depuis 1993. Le coût de fonctionnement des tremplins de Courchevel, c'est quand même 650 000 euros par an de fonctionnement, 130 000 euros de financement du département de la Savoie. En même temps, c'est Courchevel, le département de la Savoie est propriétaire des remontées mécaniques de la station de Courchevel. Donc, via une société privée, disons qu'ils arrivent à avoir des liens forts. Dans le cas de la piste de bobsleigh de la Plagne, vous avez une piste qui est déficitaire depuis 1993. La seule année où elle a été excédentaire, c'est en 2014, parce qu'ils avaient signé un contrat pour préparer les Jeux de Sochi, ils ont fait une prestation, ils ont réussi à rentrer dans les caisses. Sinon, à chaque fois, vous avez un déficit qui, depuis 2016, je n'ai pas les chiffres avant 2016, mais apparemment ils étaient plus importants, mais depuis 2016, on a un déficit annuel avec une subvention d'équilibre qui est entre 200 000 et 350 000 euros par an. Et dans les deux cas, on a moins de 100 licenciés pour toutes les pratiques de glisse sur luge, skeleton et bobsleigh, et moins d'une centaine également sur les tremplins. Donc c'est-à-dire que quand on va avoir des équipements présentés avec le même discours que Paris 2024, 95% des équipements existent, c'est légèrement grossir le trait, c'est simplifié en termes d'argumentaire parce qu'on a déjà ça dans la tête par rapport à Paris, mais dans le cas présent, ce n'est pas le cas. Et puis il y a un certain nombre de sites, notamment Alpes du Sud, qui doivent organiser soit des épreuves de ski de boss, soit du freestyle, qui ne l'ont jamais organisé. Ça ne veut pas dire que les techniciens sur place ne pourront pas le faire, mais ça va demander aussi une préparation et certaines spécificités. Enfin, je parlerai des... c'était les ascenseurs valléens. Ascenseurs valléens, présentés abusivement comme... parce que pour moi, c'est le seul moment où vous trouverez un lien dans le dossier olympique entre les Jeux Olympiques 2030 et l'après-JO. C'est le seul. Enfin, moi, je n'en ai pas trouvé d'autres. Si vous le trouvez, je suis preneur de vos remarques parce que peut-être que ça m'a échappé. Mais l'argument qui est utilisé pour ces ascenseurs valléens, c'est de dire que ça va permettre après pour les touristes de venir par le train. L'ascenseur valléen de Moselle est à 14 km de la gare de Moutier. Donc, à moins qu'ils y aillent en courant... on se rend bien compte que ça ne marche pas. Et aujourd'hui, ils ne sont toujours pas d'accord sur le trajet de cet ascenseur. Et puis, il y a un projet qui vient de sortir, qui est un projet d'ascenseur valléen entre M et La Plagne, qui, de façon tout à fait opportune, d'un seul coup, passe par la piste de bobsleigh pour atterrir à La Plagne. Le projet a évolué, c'est un projet qui a 30 ans. Il y a encore 4 ans, ce projet existait avec un parking de 400 places. Là, il a pris 500 places. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en haut, vous avez 67 000 lits. 500 places de parking en bas, 67 000 lits en haut répartis sur 10 sites. Donc, à moins de faire prendre
les canards sauvages pour des pigeons de l'année. Les enfants qui donnent pour les canards. Non, mais on peut l'adapter comme on veut, parce que je ne vais pas me permettre de faire du Audiard, hein, il était nettement meilleur que moi, donc je customise. Mais je fais comme les membres du COJO, en fait, je customise la réalité. Et là, c'est la formule. En fait, jamais les clients vont venir en voiture, garer leur voiture au parking 400, il va éviter de saturer, pour monter à la station. On ne sait pas encore aujourd'hui si cet ascenseur va être construit. En plus, l'argument fallacieux pour aider faciliter touristes, il ne tient pas au vu le nombre de lits. On a l'expérience, et moi en particulier, je l'ai, Bourg-Saint-Maurice, je l'ai vécu pendant 6 ans et demi. Il n'y a pas un client qui va à la station de Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs, Pézéville-Landry, qui n'a que 43 000 lits. Il n'y en a aucun qui vient en voiture à Bourg-Saint-Maurice, gare sa voiture et laisse la voiture pendant une semaine. C'est normal, le client va au plus proche de sa résidence. Ça servira éventuellement aux locaux et aux permanents, mais en aucun cas non plus cet équipement sera bénéficiaire ou équilibré en termes de budget. Et pourtant, vous avez 2 arguments fallacieux qui sont utilisés. 1, ça servira principalement aux touristes. 2, ce sera un budget équilibré. Enfin, ça permettra surtout d'avoir des investissements qui passent par la Solidéo. Et c'est un bon prétexte d'avoir les JO pour organiser ces ascenseurs. Ce que je vous disais tout à l'heure sur cette question des ascenseurs, il y a le financement des calendriers, les financements de la construction, vous avez la question des villages aussi. En fonction des sites, vous allez avoir les villages pour les athlètes, les villages pour les journalistes. Delphine a parlé des obligations par rapport aux hôpitaux qu'il va falloir renforcer. Accessoirement, quand même, on est en pleine période de vacances scolaires. Accessoirement, hein, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu des jeux d'hiver se dérouler quand il n'y a pas de clients. Donc c'est aussi le moment où les hôpitaux régionaux sont déjà saturés. Par contre, la priorité, ça sera pour les athlètes. Et je ne suis pas certain que les hôpitaux de Saint-Jean-de-Maurienne, Albertville, Moutier et Bourg-Saint-Maurice soient dans une configuration où ils ont l'aisance d'accueillir 10 ou 15% de clients. Ils l'ont désossé, donc c'était bien. Je me souviens même de la banderole pour la maternité. Au moment où ils l'ont fermé, ils ont tout regroupé sur Albertville et Saint-Jean-de-Maurienne. Et vous avez sur la présentation des questions sur la faisabilité d'organiser les épreuves de hockey. Si c'est sur une patinoire temporaire avec un toit sur le stade du stade de foot, la Fédé internationale de hockey sur glace a se posé des questions en disant est-ce que c'est vraiment réaliste? C'est pas moi qui le dis. Enfin, là, le document, c'est une capture d'écran du rapport de la commission Futur Hôte. Hein. Donc, c'est pas une vue de l'esprit ou un avis vraiment mal intentionné. Et puis, j'aimerais bien aussi qu'on ait un petit moment sur les Jeux Olympiques, les Paralympiques, parce qu'il y a des formulations, ça c'est écrit par le CIO. Alors pour des facilités de lecture, je vous l'ai surligné. C'est le paragraphe qui est sur votre droite. Les parties prenantes œuvreraient de concert pour faire en sorte que cette édition incite les stations de ski et sites des Jeux à prendre des mesures pour se mettre en conformité avec les normes françaises en matière de tourisme et d'accessibilité des personnes en situation de handicap. Je trouve ça indécent. On a déjà vécu ça avec Paris 2024, puisqu'on nous avait promis une ville adaptée aux personnes en situation de handicap. En général, d'ailleurs, ça se limite à ceux qui ont des problèmes de mobilité. Et puis après, on a annoncé que finalement, ça coûtait trop cher. Donc, le président de la République a même dit, en conscience, on ne pouvait pas dépenser autant de budget. Donc, on a bien compris qu'on avait des Français de deuxième catégorie, ceux qui pouvaient prendre des transports en commun, ceux qui ne pouvaient pas. Et là, le CIO écrit « inciter pour faire en sorte de respecter les normes ». Moi, je suis un petit fonctionnaire d'État, je suis un peu bené, et je pensais que des normes françaises devaient être respectées. Alors, comme j'ai aussi travaillé en office de tourisme, j'ai vu qu'on pouvait des fois essayer de trouver des règles un petit peu souples. Puis comme je travaille aussi sur les dimensions sportives, je me rends bien compte que des fois, il y a la règle et il y a la réalité. Ce qui fait que sur le dossier notamment des Paralympiques, et une des conséquences très récentes de l'arrivée de Val d'Isère dans le cirque olympique, et j'utilise le terme cirque à dessein, c'est-à-dire qu'on savait que Val d'Isère risquait de revenir dans le jeu, mais comme il y avait la guerre avec Renaud Muselier
Isola 2000, ils ne voulaient pas le mettre dedans, ils l'ont mis, finalement Meribel a dit « Ah mais non, mais si nous c'est pour avoir que les Paralympiques, on ne participe pas. » Je ne suis pas sûr qu'en termes de communication, ça soit la plus adaptée, la plus inclusive et la plus positive pour une station, même en utilisant l'argument de dire « Normalement, la charte olympique applique, on pratique les Paralympiques là où on pratique les valides. » Mais j'ai quand même l'impression que la charte olympique, c'est quand même un truc qui est assez évanescent. On l'utilise quand ça nous intéresse et sinon on s'assoit dessus. Donc de là à ce qu'il y ait encore d'autres surprises qui arrivent, je ne serais pas étonné. Et sur ces équipements, aujourd'hui, la grosse difficulté que l'on a, c'est que le chiffrage, y compris pour les travaux, ne sont toujours pas faits. Et là, le CIO est aussi responsable, parce qu'on va avoir les Jeux de Cortina qui vont arriver bientôt. La piste de bobsleigh de Cortina, ils ont laissé les Italiens construire leur piste de bobsleigh. On n'est même pas sûr qu'elle puisse servir pour Cortina. Donc les Italiens ont dépensé de l'argent pour rien. Ils auraient pu d'entrée de jeu dire aux Italiens, vous allez sur la Plagne. Comme ils auraient pu dire aussi aux Français, vous n'évoquez même pas l'idée de refaire vos tremplins à Courchevel, puisque là on est passé d'une estimation annoncée par Laurent Wauquiez au départ à 20 millions d'euros pour les tremplins de Courchevel, à une communication dans le Dauphiné Libéré qui est sortie en juillet dernier, on était entre 50 et 70 millions, moins de 100 pratiquants. Donc quand on parle de gabegie financière, ça ne peut pas être que de l'incompétence en termes d'organisation d'événements ou de construction de dossiers. Enfin, moi j'aimerais bien que ça soit que de l'incompétence, ça ne marche pas. Enfin, pour moi, et alors quand je raconte ça aux étudiants, comme je leur sors les documents, parce qu'au début je leur présente le truc, ils me disent « Monsieur, vous exagérez », je dis « J'ai pas besoin d'exagérer parce que la réalité est plus forte que la science-fiction. Et je n'ai pas assez de créativité pour vous raconter des choses aussi affreuses. » Et ils restent estomaqués. Alors moi, il faut que j'essaye de leur expliquer que leur vie va consister à respecter des règles. Monsieur, comment on fait ? Ça sera l'utilisation de l'article 22, chacun se démerde comme il peut. Voilà. Et je reviens sur le déni démocratique, qui est quand même un élément important. Bonjour à tous et merci pour l'accueil. Donc, je suis Jérôme Greffe, je suis avocat au barreau de Paris, je suis avocat du collectif citoyen JOP 2030. Quand on s'intéresse au processus d'organisation des Jeux Olympiques, on est tout de suite interpellé et on se demande si ces Jeux Olympiques dans les Alpes françaises ne questionnent pas directement en fait, deux principes essentiels dans une démocratie environnementale. Je peux passer à la suivante. Les deux piliers de la démocratie environnementale. Le premier, c'est celui de l'accès aux informations relatives à l'environnement. C'est un droit qui est consacré au niveau international, européen et constitutionnel aussi. Toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement qui sont détenues par les autorités publiques. Finalement, c'est quelque chose qui est à la base. Avant de prendre une décision, il faut savoir comment prendre cette décision avec toutes les données. Puis le deuxième pilier de cette démocratie environnementale, qui s'ajoute après avec le troisième, c'est la participation du public aux décisions publiques qui ont une incidence sur l'environnement. Là encore, c'est reconnu au niveau international au travers de la Convention d'Aarhus, qui est signée par la France en 1998 et ratifiée depuis 2002. Qui est d'effet direct dans notre ordre juridique interne. C'est reconnu par les directives européennes, directives donc 2011-92, mais aussi au niveau, encore une fois, constitutionnel, dans la charte de l'environnement, toujours à l'article 7, qui prévoit que toute personne a le droit de participer aux décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans les conditions et limites définies par la loi. Et ces deux piliers, ils sont directement questionnés dans le cadre du processus d'organisation des Jeux. Et on peut faire un petit focus sur la participation du public. Nos obligations internationales en termes de participation du public, c'est l'article 6 de la Convention Aarhus qui le fixe, qui est d'effet direct. Il fait obligation donc, aux États parties de garantir la participation du public au processus décisionnel ayant un effet important sur l'environnement. Et le paragraphe 4 de cette convention, il précise que cette participation
elle doit commencer au début de la procédure. Et donc, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles. Et donc, cet article 6, paragraphe 4, comme je vous le disais, il est d'effet direct dans notre ordre juridique interne. C'est reconnu notamment par une décision du Conseil d'État du 15 novembre 2021. Ça a pour conséquence donc d'imposer, concernant le processus des jeux, que la participation du public, elle commence dès le début. Donc on peut se questionner. La première question qu'on a déjà vue, c'est les jeux, c'est un projet, tu peux passer à la suivante, qui a une incidence sur l'environnement, réparti sur 4 pôles, avec 13 sites. Vous le voyez, là, c'est les cartes qui sont produites par les organisateurs. Les sites, pour certains, sont même à moins d'1 kilomètre de zone protégée. On est dans un environnement particulièrement sensible. Et c'est ce qui a conduit l'autorité environnementale, dans son avis de novembre 2024, à considérer que les jeux constituaient un projet unique et global, fractionné donc dans le temps avec différentes phases, et dans l'espace, composé de nombreuses opérations de nature diverses, provisoires ou durables, ayant un effet important sur l'environnement. Donc le projet des Jeux Olympiques, c'est un projet qui a un effet important sur l'environnement, et par conséquent, c'est un projet qui doit être soumis à la participation du public. Tu peux mettre la slide suivante. Donc, comme on a pu vous le rappeler, depuis 2022, il s'est engagé une phase de processus informel, et puis après, on va passer très rapidement. Il y a eu la décision de porter la candidature, et puis il y a eu l'attribution des Jeux en juillet 2024. Il y a eu les premières décisions d'engagement contractuel et financier. Le projet de loi budgétaire qui valide les garanties financières, et là, le projet de loi JOP 2030 qui arrive aussi en discussion à l'Assemblée nationale. Tu peux passer à la suivante, et à celle d'après, puisque j'ai fait très rapidement. Voilà, le problème qui se pose, c'est que depuis le début, toutes ces décisions, elles ont été prises sans qu'à aucun moment il soit mis en œuvre une procédure de participation du public, à minima sur les territoires concernés, mais ni avant le dépôt de la candidature, ni avant la signature du contrat hôte olympique qui engage contractuellement, et après derrière avec les garanties financières, et après jusqu'à aujourd'hui, avant les premières décisions opérationnelles, parce qu'il faut savoir qu'il y a des appels d'offres là qui sont déjà passés pour notamment pour des villages olympiques, pour des réalisations d'infrastructures. Il n'y a strictement aucune procédure de participation du public qui a été mise en œuvre. Pourtant, dès le mois de juillet 2023, il y a des pétitions qui sont lancées, qui demandent des référendums au niveau local. Dès le mois de mars 2024, il y a des demandes de saisine de la CNDP, donc de la Commission nationale du débat public, qui sont faites par un conseiller régional qu'il a ici, par des députés et par des associations de protection de l'environnement. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où en fait, nous on considère qu'il y a une violation manifeste de ce principe de participation du public. Tout le monde a le droit d'avoir cette voix au chapitre, que de participer à l'élaboration des décisions qui les concernent et qui vont engager les territoires sur de nombreuses années. Et donc c'est pour ça que le collectif s'est rapproché de nous, et donc on a réfléchi et on vient d'engager donc cette nouvelle action en justice qui vise à ordonner aux porteurs de projets de saisir la Commission nationale du débat public, parce que malheureusement, depuis le début, il y a eu divers échanges avec le président de la Commission nationale du débat public, qui a demandé au CNOSF et aux présidents de région s'ils avaient les noms des porteurs de projets, est-ce qu'ils avaient l'intention ou pas de saisir la CNDP. Et à ce moment-là, le président de la Commission nationale du débat public s'est heurté juste à un silence, en fait. Il n'y a pas eu de réponse de la part des organisateurs, alors même qu'ils avaient déposé un dossier de candidature de plus de 150 pages qui fixait l'ensemble des infrastructures, où ça allait être fait. Et donc, il n'y a pas eu de saisine de la Commission nationale du débat public depuis ces demandes qui datent de mars 2024. Donc on est dans une situation aujourd'hui, en 2025, où ça fait plus d'1 an qu'il n'y a aucun débat public qui est organisé. Un débat public,
ça permettrait aux citoyens de pouvoir discuter tout simplement de l'opportunité ou non de faire les jeux. On a le droit, au regard du droit international, mais aussi de nos obligations constitutionnelles, de pouvoir débattre déjà de l'opportunité du projet des Jeux, et si oui ou non ça doit se faire, et si oui, à quelles conditions les citoyens ont le droit de discuter de toutes ces options qui sont encore disponibles. Et puis il y a... Pardon ? Et je rappelle que c'est une demande du CIO que les candidatures soient accompagnées par les populations. C'est aussi une demande du CIO qui n'est pas respectée. Et donc le deuxième volet qui est questionné, c'est celui de l'accès aux informations. Je vous le disais, toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques. Et là, malheureusement, depuis le début du processus d'organisation, il y a plein d'informations en fait, qui ont tout simplement pas du tout été rendues publiques par les autorités qui organisent ce projet. Le plan directeur de candidature de 150 pages, on a juste un petit communiqué de presse, mais on n'en sait pas plus, ça n'a pas été publié. Et puis il y a un premier rapport de l'Inspection générale des finances de 2024 qui est relatif à l'élaboration du projet de budget, qui n'a pas été publié et qui concerne aussi les lettres de garantie et les documents associés. Il y a un rapport en septembre 2024 qui a été remis par l'IGEDD sur les investissements projetés et la faisabilité à l'échéance des Jeux. Là encore, ce n'est pas publié. Il y a un rapport d'étape plus récent de janvier 2025 de l'IGEDD sur l'évaluation, la faisabilité technique, le calendrier de la réalisation, les coûts, l'impact environnemental de chaque installation, que ce soit concernant les infrastructures qui sont supervisées par la Solideo ou par les autres maîtres d'ouvrage. Ce rapport, il existe, il n'est pas rendu public. Et puis, il y a aussi 2 notes confidentielles de l'IGF qui ont été évoquées. Donc, en fait, depuis le début, il y a quand même une carence assez patente d'information du public, une totale opacité sur l'organisation de ce projet. Et en plus de ça, une carence démocratique, puisqu'on ne donne même pas la possibilité aux citoyens des territoires concernés de pouvoir s'impliquer dans l'élaboration de ces décisions successives relatives au processus d'organisation des Jeux Olympiques. Donc on verra ce que nous dira le juge administratif qu'on vient de saisir pour pouvoir ordonner ce débat public. Et puis il y a aussi une autre procédure. La situation, elle est tellement grave que quand le collectif citoyen nous a saisis, ils ont déjà tenté quand même de faire suspendre la signature du contrat olympique pour voir à ce que soient ordonnées des choses basiques, des mesures d'information d'une part du public et puis aussi des mesures de participation. Ils n'ont pas été entendus devant le juge des référés, donc c'était un recours qui était porté par Maître Ogier. Et donc la situation pour nous, elle est tellement grave que ça a justifié même une saisine du comité Aarhus. Je vous le disais, donc la convention d'Aarhus, celle qui nous lie la France dans ses obligations et donc de faire progresser le droit d'accès aux informations et à la participation du public. On en est même venu à saisir un comité onusien sur les carences démocratiques concernant l'organisation des Jeux. Donc là, pareil, c'est une procédure qui va suivre son cours à Genève. Mais voilà, ça a conduit quand même à lancer des procédures qui sont particulièrement graves. On ne saisit pas tous les jours les Nations Unies. C'est assez inédit, c'est la première fois qu'on saisit les Nations Unies sur l'organisation des Jeux Olympiques et les carences démocratiques d'organisation de ces Jeux. Merci Jérôme. On va conclure. Moi, la conclusion que j'aimerais vous dire, c'est d'abord de rebondir sur ce qu'a dit Jérôme. Est-il normal que ce soit à nous de faire ça ? Parce que moi, je vais vous le dire, je fais ça à titre bénévole. Ça fait 2 ans que je consacre l'équivalent d'un mi-temps pour démontrer cette mécanique. Moi, j'ai rien contre les Jeux Olympiques. J'adore le sport, j'adore les Jeux. Juste, je me pose des questions. Quand on a un Premier ministre qui dit, par rapport aux accords en fait, sur les droits de douane avec l'administration Trump qui dit c'est inadmissible de se soumettre, nous lui avons répondu par une lettre ouverte, mais vous vous soumettez au CIO, quelle est la différence? Expliquez-nous. Donc nous, on veut remettre du droit là où il n'y en a pas, on veut remettre de la démocratie là où il n'y en a pas, mais normalement ce n'est pas notre rôle. Et vous avez un rôle à jouer, vous n'êtes pas juste une chambre d'enregistrement, vous avez ce projet de loi, et nous, on a fait quand même tout en sorte pour vous démontrer que non, cette loi, ce n'est pas un passage obligé. Qu'est-ce qui va se passer si vous ne la votez pas? Tout le monde dit, mais on ne peut pas annuler les Jeux. Si. Et moi, je vais répondre, il y a des journalistes qui ont dit, est-ce que vous pouvez encore annuler les Jeux? J'ai dit, non, c'est pas qu'on peut annuler les Jeux, on doit. On doit parce que c'est votre responsabilité, vous êtes élus.
Vous êtes là pour contrôler quand même l'usage qui est fait de l'argent public. On vous a confié un mandat, ne l'oublions pas, et nous, on aimerait bien qu'il soit défendu dans nos intérêts à nous. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si vous ne votez pas la loi, vous envoyez un signal fort au CEO en lui disant « Écoutez, pendant le dialogue ciblé, on n'a pas réinversé l'équilibre, mais maintenant on peut le faire. » Et on peut le faire en disant « Même pas besoin d'annuler les jeux, vous les reportez. » Salt Lake City 2034, ils sont prêts. Eh bien, ils n'ont qu'à prendre 2030, ils sont déjà prêts. Et puis nous, à la rigueur, on peut se positionner pour 2038. Et ça laissera le temps de quoi? Ben, ça laissera le temps déjà pour les prochaines échéances électorales de mettre ça dans les programmes. Hein, pour les présidents de région, pour les communes et puis pour le président de la République qui ont porté ce projet. Eh bien, on va vous dire si on est d'accord avec ça sur votre programme. Et puis, si on laisse du temps, si on a le temps, eh bien, on a tout le titre 3 de la loi olympique, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'une loi. On n'a pas besoin de ça. Alors, ça serait envoyer un message en disant « Mais non, on reprend en main quand même. On a vu que c'était un continuum de décision, et ben on va arrêter ce continuum de décision aberrante et on va remettre enfin une décision qui a du sens. On ne va pas voter la loi. » On pourra vous dire « Oui, mais ça va nous coûter des sous, on a les garanties financières. » Alors, tant que le CEO il n'a pas versé les rétrocessions des contributions, on ne va pas lui rembourser quelque chose qui ne nous a pas été versé. Et il faut quand même le dire, même si on est condamné à 200 millions pour ça, et ça sera toujours moins que 4 milliards. On est d'accord? On est en train de vous dire, pour le budget de 2026, il faut faire 44 milliards d'euros d'économie. Bah, on a déjà trouvé 4. Soyez contents. Nous, en plus, on n'a pas fait grand-chose. On vous dit, il y en a 4. Non, mais on vous l'a dit. C'est-à-dire que tout fléchage de financement public, c'est confiscatoire. Et moi, je vais vous parler en tant que citoyenne. La réforme des retraites, j'ai pris 4 ans. C'est-à-dire que 4 ans, d'un coup. C'est-à-dire que moi, je vais partir à la retraite quand j'aurai 70 ans, si je vais avoir 1 500 € brut, et j'ai commencé à travailler en 1988. Voilà. Et là, je suis en train de travailler bénévolement pour dire « Ouh, il y a un gros problème sur ce projet de JO 2030 ». Donc nous, ce qu'on vous demande, c'est de dire les risques en cas de non-vote de la loi, ils sont tellement moins élevés que les risques budgétaires et financiers si jamais vous votez cette loi. On a remis, à la demande du député Courbon, une contribution écrite où on vous dit voilà, nous, on a identifié des articles de ce projet de loi, ou au moins, si vous êtes obligé de voter la loi, déjà, faites un amendement pour faire sauter l'article 1655 septies du Code général des impôts qui fait une exonération fiscale aux organisateurs des projets. On vous a identifié certains articles de loi, on vous a dit tout ce qui concerne l'environnement et l'urbanisme, écoutez les associations de protection de l'environnement, tout ce qui concerne les finances, écoutez l'inspection générale des finances, ce sont les mieux placés, tout ce qui est restriction des libertés publiques, écoutez la Ligue des droits de l'homme qui a rendu un très bon rapport pour les JO 2024. Nous, on vous demande ça. On vous remercie d'abord de venir nous écouter parce que c'est vraiment très important pour nous de porter cette parole. Si jamais vous avez des questions, vous passez par Jean-François Coulombe, par son attaché parlementaire. Ils vous fourniront, nous avons énormément de documents, nous avons fait des synthèses, nous avons fait des rapports que nous sommes allés porter à tout le monde. On vous les fournira. Maintenant, je pense qu'on peut répondre à vos questions parce qu'on a déjà beaucoup parlé. Merci. Puisqu'on y est, les risques en cas de non-vote, justement, vous dites qu'ils sont bien moindres, mais c'est quoi exactement les risques, justement? On n'en sait rien, jamais personne n'a essayé. Non, les risques, c'est que l'État ne va pas pouvoir dire, il va devoir sortir la tête haute, le CIO aussi. Donc en fait, ils vont trouver un accord pour trouver une nouvelle date. C'est ça qui est le risque. En vérité, moi, je ne pense... Il n'y a pas de risque financier particulier? Ça va être... Non. Si on le fait maintenant, non, il y en aura bien moins. Plus on attend, plus les risques ils seront élevés. On est dans le symbolique. On est dans le symbolique. Et on oublie un élément qu'on devrait être en mesure, nous les Français, de retenir. Pour les Jeux de Paris 2024, les Américains ont négocié avec le CIO pour prendre 2028. Et ils n'ont pas négocié pour des clopinettes. Ils ont négocié entre 300 et 500 millions de dollars supplémentaires venant par le CIO. Et ils sont tellement malins, ces Américains, qu'ils viennent de renégocier le droit de faire du naming avec des sociétés non partenaires du CIO. Donc à chaque fois, ils arrivent à négocier. Et pourquoi le CIO a imposé la 2030 à la France, alors qu'effectivement Salt Lake City était déjà prêt? Je rappelle que Salt Lake City a déjà eu les Jeux dans l'histoire. D'ailleurs, il y a eu un petit scandale puisqu'il y avait 10 membres du CIO qui ont été limogés pour avoir touché des pots de vin. Chez les Mormons, l'argent circule bien. Mais là, ils sont prêts.
Et l'enjeu, c'était en fait de signer le contrat des droits de télé qui devait être signé entre 2030 et 2032. Les droits des droits télé ont déjà été signés avec les télés américaines. Donc la question des droits télé ne se pose même plus. C'est-à-dire que l'enjeu de la retransmission, elle est déjà bouclée. Donc si demain la France dit ben non, on n'est pas prêt, parce qu'on est raisonnable et qu'on s'est mis dans le rouge, on était présomptueux, vaut mieux passer pour présomptueux, puis après on se rend compte qu'on a fait une boulette, on fait marche arrière, on dit par contre 2034 ou 2038, et Salt Lake City peut prendre la place. Et tout le monde s'en sort la tête haute. Ouais, je pourrais rajouter sur le contrat tripartite en fait, entre le CNESF, les deux régions. Il y a aussi quelque chose d'assez inédit, c'est que il y avait cette attribution entre guillemets conditionnelle. Nous en droit on appelle ça des conditions suspensives, et d'ailleurs je pense qu'on y est toujours, puisque de toute façon le fait que la France n'ait toujours pas voté son budget, lequel inclut cette garantie financière entre guillemets indéfinie, fait que toutes les conditions, c'est-à-dire les 23 conditions qui étaient cochées comme étant des conditions non négociables, aujourd'hui ne sont pas réunies. Donc on va dire que tout le monde perd un peu la tête, parce que dans le mistigris de la garantie financière, le CIO pourrait aussi considérer que de toute façon, finalement, la boucle n'est pas bouclée et que cette garantie financière n'étant pas acquise, toutes les conditions requises ne sont bien évidemment pas justifiées. La deuxième chose, c'est que il y a aussi quelque chose qui va relever, là aussi, d'un grand aléa, c'est au niveau du budget, certes, mais en fait, il y a un homme qui est derrière tout ça, c'est effectivement Emmanuel Macron au niveau du gouvernement et de l'exécutif. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas très bien dans l'avenir comment tout ça va évoluer, et que les régions aujourd'hui n'ont certainement pas de quoi substituer l'État dans la garantie financière entre guillemets indéfinie ou infinie. Et donc là, le problème qu'on va avoir et que vont peut-être poser les régions qui, alors c'est peut-être cette fameuse navette sur l'article 2, je crois, sur le Sénat qui essaie de faire supporter à l'État... Article 5. L'article 5 et l'État qui veut faire supporter aux régions. C'est pour ça que je parlais de mistigris. Il va y avoir à un moment donné quand même l'obligation de dire la vérité et d'assumer financièrement les choses. Et là, j'ai l'impression qu'à ce rendez-vous-là, il n'y aura ni les élus régionaux, ni peut-être les élus qui vont voir. Donc il y a quelque chose, je pense, pour le CO qui va relever aussi d'un examen de conscience, c'est-à-dire de se dire, et c'est un petit peu pour ça que nous on avait demandé la caducité. La caducité, c'est un terme juridique pour dire que les conditions juridiques ne sont plus remplies, qu'elles ont peut-être eu un temps, elles l'ont été, mais là, elles ne le sont plus. Et l'idée de revenir sur l'idée de la caducité, c'est de revenir au meilleur esprit, c'est-à-dire aux consciences, et de dire, là, quand on va revenir, puisque cette histoire qu'on vous avait prédite, c'est visiblement le scénario qui est en train de se passer, alors reconnaissez en toute conscience qu'effectivement, du moins pour cette édition-là, en 2030, la France n'est pas en mesure ni de relever le défi technique et temporel de la réalisation des ouvrages dans les délais impartis, avec tout ce que ça doit, sauf à faire comme le Brésil, mettre des coups de peinture à la veille de l'inauguration de la séance, ou alors de dire que tout simplement, en conscience, on ne les fait pas parce qu'on n'est pas en mesure de pouvoir le faire, ni financièrement, ni politiquement, et ainsi de suite. Et puis on va rappeler quand même cette loi, je termine juste, cette loi elle est prise en vertu d'un contrat pour lequel on a de sérieux doutes sur la légalité. Il y a semble-t-il pas eu de délibération spéciale pour autoriser les présidents de région pour voter ce contrat. Donc on a une clause compromissoire qui est interdite. Donc en fait on a quand même aussi un problème, c'est-à-dire qu'on enchaîne les difficultés, les irrégularités, les difficultés juridiques qui ne sont pas réglées. Nous on a saisi quand même le tribunal administratif de Lyon en lui disant on demande non seulement la suspension du contrat, mais on a un gros point d'interrogation sur la légalité de celui-ci. Donc en fait vous allez voter une loi qui va régulariser un contrat qui est quand même irrégulier par d'autres côtés. Pour nous c'est quelque chose qui devrait vous inciter à ne pas voter cette loi. Voilà pour Elisa. Merci beaucoup d'abord pour toutes ces explications et éclairages qui non seulement montrent que vous avez réalisé un travail extrêmement précis, mais qui nous permettent de nous alimenter les uns les autres. Moi, je voudrais juste faire 3 remarques. La première, c'est que comme les Jeux Olympiques de Paris, le gouvernement trouve là l'occasion de mettre en œuvre des dispositifs de surveillance généralisée qui sont extrêmement problématiques du point de vue des libertés publiques, y compris celle de s'exprimer. Je ne vous fais pas de dessin sur ce qui se passe en ce moment, y compris pendant des manifestations sportives, où dès qu'on sort un petit drapeau palestinien, on a un certain nombre
de soucis, sauf en Espagne, sans doute grâce à l'influence d'André, c'est certain. Donc, cette volonté à tout craint de prolonger la soi-disant expérimentation jusqu'au 31/12/2027 de ce qu'on appelle la vidéosurveillance algorithmique, c'est quand même quelque chose qui m'apparaît très important. Il s'agit de programmer sur la base de comportements dits suspects qui ne sont définis nulle part, afin que les logiciels puissent détecter ce soi-disant comportement suspect, et évidemment qu'ensuite la police fasse ce qu'on lui a demandé de faire. Il y a des interdictions de paraître, donc ça ouvre quand même tout droit vers la reconnaissance faciale, puisque les policiers et les autres n'auront pas un petit carnet avec la tête de tous ceux qui sont interdits, c'est pas possible. Et l'on sait bien, que c'est une volonté du ministère et des ministres successifs de l'Intérieur, et que il suffit simplement de cocher une petite case sur les logiciels. Donc il y a quand même cet élément-là. Il y a les questions d'héritage, dont il est souvent beaucoup question. C'est une manière de faire avaler ces histoires de CIO. Bon, moi, il s'avère que je suis grenobloise, donc le tremplin qui permet de sauter là très loin est aujourd'hui en cours de... est encore aujourd'hui, c'est passé en 1968, en cours de... je ne sais pas comment dire, enfin... Voilà, délabrement, les petits bouts de béton qui partent par eux-mêmes. Alors vous allez me dire, oui, mais quand même, c'était il y a longtemps, maintenant on ferait différemment. Il est bien certain qu'au vu de tout ce que vous avez dit, y compris l'avenir et l'utilisation et le coût d'utilisation des équipements sportifs eux-mêmes, pose question. Et sur la question de l'héritage, il y a évidemment les questions d'accessibilité, puisque ça aussi, on nous le vend. Sur les JOP, on nous a beaucoup dit, oui, mais vous vous rendez compte, on va aménager les infrastructures, les espaces publics, blablabla. Or, on sait bien qu'à la fin de l'histoire, y compris les transports en commun les plus récents, ne permettaient pas, au travers des JO de Paris, JOP de Paris, ne permettaient pas, y compris en ne pensant qu'aux personnes à mobilité réduite, d'avoir accès aux équipements. Et le troisième élément, c'est évidemment tout ce que tu disais sur le rapport à la montagne. Et je pense quand même que c'est un vrai sujet. Et si l'on prend le simple exemple de l'affaire de la neige artificielle, ça aura un impact majeur en termes de pollution des sols, puisqu'il s'avère que la neige artificielle, c'est pas juste des glaçons qu'on pose sur le sol, ça a recours à un certain nombre de produits qui polluent d'une façon considérable les sols, l'énergie bien sûr pour produire, et éventuellement les nappes phréatiques qui sont en dessous. Après, le job que nous on va avoir, qui sera pas simple, en tout cas si on se rappelle de JOP, c'est de convaincre les autres, parce que les autres députés, les autres parlementaires, dans la mesure où nous sommes plutôt convaincus qu'il ne faut pas le faire. D'ailleurs, pour ce qui me concerne, ni aujourd'hui ni demain, mais je suis prête à discuter de 2028. Ah oui, tout à fait. Concernant les héritages, juste peut-être une petite précision, c'est juste une terminologie, mais nous, on a dit en héritage, on a des conquis sociaux, on a un droit de l'environnement, on a une constitution, on a une charte de l'environnement, ça c'est c'est un vrai héritage qu'on devrait pouvoir laisser à nos enfants, qu'on est en train de détricoter pour des héritages d'infrastructures soi-disant matérielles qui sont extrêmement hypothétiques. Donc on peut peut-être déjà penser à l'héritage qu'on a avant, autant ne pas vendre la maison de grand-mère pour en espérant retirer trois soupières ou quoi que ce soit. Voilà. C'est très intelligent. Sur l'héritage, c'est assez simple, il suffit de regarder l'héritage de Paris 2024 en 2025. Tout le monde sportif est particulièrement ravi de l'héritage qu'on a eu, a priori, puisque le secteur sportif dans son intégralité couine suite aux chutes de budget, y compris, et c'est un joli paradoxe, la présidente du CNOSF, qui est l'ancienne ministre des Sports et des Jeux Olympiques, qui, pour la petite histoire, n'a toujours pas rendu public l'étude d'impact commandée par le CNOSF pour ces Jeux Olympiques de 2030. Et parler d'héritage, et sur la question de la mobilité, il ne faudrait pas oublier non plus que si ces Jeux se font, il va y avoir 4 ans de travaux, 3 ans et demi, 4 ans. Ça va obérer une partie de l'activité économique pendant les saisons touristiques dans les sites d'hiver. Je pense aux vallées en Alpes du Sud, vers Briançon, ça va être une zone de chantier importante. Il ne manquerait plus, et c'est vraiment, je croise les doigts,
qu'il nous arrive dessus un problème environnemental comme il s'est arrivé à Risoul l'année dernière, où la nature embarque la route et bien en plus mettre le bousin dans les travaux en cours. C'est-à-dire que les 4 milliards qui risquent d'être à l'atterrissage, et je tiens aussi à rappeler que on a eu un très joli sketch avec la région Auvergne-Rhône-Alpes au moment où le cabinet Asterès de Nicolas Bouzou a sorti une note faisant une estimation de retombées à 4 milliards réalisée en 2h50 par son logiciel Dixit lui-même, qui a eu, et c'est une super performance puisque le rapport a été communiqué par les services de communication de la région Rhône-Alpes la veille du sortie du fameux rapport non financé par la région. Mais n'empêche qu'à chaque fois, on est sur des estimations qui sont farfelues. Et dans ce rapport, c'est là où je voulais en venir, il cite une étude qui est faite par le Oxford University qui estime l'atterrissage des Jeux de 2030 des Alpes françaises à 3,7 milliards. Ça, il oublie de le préciser, mais je ne sais pas s'ils ont lu en fait le rapport qu'ils ont cité en source. Mais ça veut dire que là encore, on va se retrouver avec un héritage qui va être plutôt une facture qu'un héritage réel, et qu'une partie des travaux ne pourront pas, dans les temps, être réalisés sur la question des transports d'ici décembre 2029. C'est techniquement impossible. On va rappeler juste que l'accélération aussi du calendrier pour la réalisation des travaux, c'est la porte ouverte à des passations de marché qui sont extrêmement douteuses, c'est la porte ouverte à la collusion, c'est la porte ouverte à tout ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Alors bien évidemment, moi j'espère qu'effectivement toutes les députées et les députés de l'Assemblée nationale en responsabilité ne donneront pas la priorité à une dépense qui a quand même un caractère futile. Il s'agit de jeux où les gens de tout pays viennent pour se mesurer. C'est une forme d'attraction, c'est la société du spectacle. 4 milliards ou 5 milliards, tel que l'évalue la Cour des comptes, pour de l'amusement, en quelque sorte, de l'entertainment, c'est que finalement, la France n'est pas si endettée que ça. Si on peut se permettre 5 milliards de jeux, c'est qu'il n'y a plus de problème pour financer les services publics des premières nécessités que sont l'éducation, la santé, la justice, et j'en passe, c'est les meilleurs, et l'alimentation équilibrée, etc. Bon. Moi j'ai une petite question, j'ai vu dans le texte que et les élus de montagne le demandent également, à ce que ne soit pas intégré dans le calcul de zéro artificialisation nette les surfaces qui seront affectées et donc bétonisées, artificialisées. Voudraient les retirer du dispositif zéro artificialisation nette. Mais les promoteurs du projet nous disent: vous allez voir, c'est merveilleux, on va tellement rien artificialiser que finalement, il n'y aura pas une once de béton supplémentaire, juste la conversion des surfaces déjà existantes. Donc, est-ce qu'on a une idée de ce que ça pourrait représenter en termes d'hectares artificialisés? Si ça n'en fait que 20, comme je l'ai entendu, ici ou là, 20 hectares répartis sur l'ensemble des sites et des infrastructures concernées, c'est tellement rien que ce n'est pas la peine d'aller le retirer de la loi zéro artificialisation nette. Alors, il est très difficile de répondre à cette question puisque, comme on l'a évoqué depuis le début, la totalité du projet n'est toujours pas définie. Est-ce qu'on aura 1, 2, 3 patinoires? Est-ce qu'on va faire une extension au tremplin de Courchevel? Est-ce qu'il va y avoir d'autres villages pour accueillir la presse? Est-ce qu'ils vont utiliser des établissements existants ou pas? Dans le même temps, dans la mission du CEO sur la commission future haute, il est évoqué le fait qu'il manque d'hébergement pour accueillir l'intégralité des délégations. Donc, hébergement pour les délégations, pour les clients, pour les touristes en période hivernale. C'est très très difficile d'estimer le nombre de mètres carrés qui vont être réalisés. On peut même évoquer, par exemple, de façon totalement collatérale, le fait qu'à Val Thorens, ils vont construire 85 000 m² d'hébergement. Or, on est dans le périmètre qui n'est pas si loin. Ça pourrait être intégré au périmètre olympique. Ah oui, mais ce n'est pas une station olympique. Alors, est-ce qu'on va retirer de Méribel, puisqu'ils sont retirés du projet, les constructions en cours? Je ne suis pas sûr.
puis c'est comme si on évoquait le fait que une partie des délégations vont être dans des sites et vont avoir des kilomètres de transfert à faire. Donc le calcul demandé me paraît extrêmement délicat actuellement, puisque on ne sait pas. Et puis il y a aussi le coût des temporaires, hein, parce que le CEO insiste beaucoup sur le fait de faire des constructions temporaires. Je rappelle qu'accessoirement, des installations temporaires ont un bilan carbone qui n'est pas non plus super favorable. C'est-à-dire que dans le bilan carbone général, il faut construire ces installations, les installer, les démonter. Donc à chaque fois, on a des limites à l'organisation de ces grands événements. Donc en mètre carré, temporaire et définitif, on va encore jouer sur les mots, je pense. Oui, surtout que beaucoup de choses. Merci beaucoup. Franchement, un grand merci pour tous vos exposés qui se complètent. Je suis André Tourigna, je suis députée de Saint-Étienne et je siège à la commission des lois avec mes petits camarades. On est très intéressés dans mon groupe parlementaire, vous l'avez compris, en ce qui concerne en quelque sorte la synergie entre les mobilisations citoyennes et les mobilisations parlementaires. Et on voit que ça marche parce que, par exemple, pour la loi du plomb, ça a été une belle surprise d'avoir cette magnifique pétition de plus de 2 millions de signatures et de voir que ça va contribuer à alimenter et à soutenir aussi notre travail parlementaire. Alors là, sur ce qui concerne les JO, nous, en commission des lois, on avait été sollicités sur toute la partie sécuritaire, bien sûr. J'ai vu dans le projet de loi qu'il y a aussi quand même, on va avoir de l'os à ronger. Et bien sûr, le reste nous intéresse aussi. Vous avez dit quelque chose d'important, hein, c'est-à-dire que vous êtes là aussi pour convaincre les parlementaires de ne pas voter et de s'opposer à ce projet. Alors, vous pouvez être assuré de notre soutien, enfin, ça je crois que vous l'avez compris, de mon soutien, le soutien de tout mon groupe. Vous avez évoqué mon voisin de circonscription, Monsieur Courbon. Alors je ne sais pas s'il est représenté ici. Ah d'accord, très bien. Et oui, alors donc je voulais savoir si vous aviez eu une réponse de mon collègue, auquel cas, si M. Courbon n'a pas répondu, moi je peux essayer de le convaincre. Et surtout, j'aimerais aussi avoir ce courrier de manière à pouvoir le diffuser. Et vous savez, parfois, dans les couloirs de l'Assemblée, on peut essayer de convaincre les députés récalcitrants en quelque sorte, qui ne sont pas là et qui ne sont pas présents à l'audition. Mais là, donc, je suis rassurée de savoir que mon collègue est représenté par son collaborateur qui va pouvoir lui faire un compte-rendu de cette magnifique audition. On va vous remettre la contribution écrite. C'était un peu, on se disait, ça serait l'objet de notre prochaine campagne d'interpellation des élus. Je suis désolée, on mobilise aussi nos concitoyens pour faire des campagnes où on vous envoie massivement la même chose en vous disant ça va peut-être vous intéresser ou vous lasser. Donc en fait, on va remobiliser là-dessus, mais on vous l'enverra quand même par ailleurs. Ce matin, il y avait une commission d'enquête sur les défaillances de l'action publique sur le suivi du handicap et de la maladie mentale. Il ne faudrait pas que dans quelques années, on ait une nouvelle commission d'enquête sur les défaillances publiques, sur la constitution du suivi de ces grands événements. Je rappelle qu'on se pose la question aujourd'hui, suite à la Coupe du Monde de 2023 de rugby, s'il n'y a pas eu de défaillances au niveau du GIP, et il n'est pas impossible que certains finissent au tribunal, y compris des agents de l'État qui étaient là pour contrôler l'action du GIP, quand on se rend compte des dérives qu'il y a eu au niveau notamment financier. Et ce qui fait que la Fédération française de rugby a manqué déposer le bilan. Et je pense qu'il serait bien aussi de rappeler ces choses-là, c'est-à-dire qu'à force de tirer sur la corde, des fois elle lâche et certains se retrouvent à devoir justifier leur prise de décision. Et il y a quelques commissions d'enquête qui viennent de se dérouler qui montrent bien qu'il y avait plus que des trous dans la raquette.
C'est le rapport d'ailleurs de la Cour des comptes concernant la Coupe du Monde de rugby 2023. Je vous conseille de lire juste le sommaire. Juste, vous verrez l'intitulé. Une gouvernance catastrophique, une gestion désastreuse. En fait, rien que les intitulés de chapitres sont vraiment savoureux. Non, le pire, c'est qu'il y avait quand même un premier rapport qui avait été fait en disant c'est parfait. Sur le dossier de candidature, il est vraiment parfait. Vous pouvez voir une première note qui dit ce dossier de candidature, il est parfait pour in fine arriver à une gestion complètement catastrophique. Et là, c'est pareil. On vous présente un dossier de candidature, on vous dit c'est génial, et on risque de se retrouver, comme tu le dis, dans 4 ans, dans 5 ans, avoir une commission d'enquête en disant comment on a pu arriver à un dérapage pareil. Alors j'ai une autre petite question. Comment ça se fait que dans l'ensemble des activités humaines, la pratique du sport, qui plus est en plus, il s'agit ici d'un sport plutôt réservé à la classe la plus aisée de nos concitoyens et concitoyennes quand même, puisqu'on estime qu'en France, seuls 15% de la population pratique les sports d'hiver. Il s'agit d'un sport, mais c'est la seule activité qui peut ensuite entraîner, qui légitime quelque part, même si on est contre cette légitimation par la loi que nous apprêtons à rejeter, mais qui légitime que l'on s'affranchisse des règles supralégales, qu'on ait des règles supralégales, qu'on s'affranchisse du droit international, qu'on s'affranchisse de toutes les normes sociales, environnementales. Pourquoi le sport? La musique, par exemple, alors là c'est une question un peu philosophique, mais la musique ou d'autres activités humaines bien pratiquées en France ne justifient pas une telle dérogation à toutes les lois? C'est une super question, et c'est une question sur laquelle on travaille avec Monique Pinson-Charlot, parce que voilà. Et oui, et en fait, moi, je me demande si ce n'est pas un instrument pour arriver à un séparatisme judiciaire. C'est-à-dire que c'est une façon de tellement pouvoir déroger, en fait, se mettre au-dessus des lois, qu'on arrive à aussi ce séparatisme-là. Et c'est une question qu'on est en train de travailler au niveau sociologique. Donc c'est très intéressant. Dans certains cours que je faisais, peut-être je vais les refaire bientôt, on évoquait régulièrement le fait que lorsqu'il y avait les Coupes du Monde de foot, c'était la période où il y avait le moins de grèves dans le monde. Et là, je vais faire une parenthèse citoyenne. Le citoyen français que je suis, avec un nom de métèque, que j'assume parfaitement, lorsqu'il voit qu'on a organisé les Jeux Olympiques 2024, et sans oublier qu'au départ, moi je suis prof de PS, je suis moniteur de ski, je suis maître nageur, je suis maître d'armes, j'ai des amis qui sont champions olympiques dans différentes disciplines. À l'université de Toulouse, on a formé Tony Estanguet et j'ai eu Antoine Dupont en cours, donc ça me parle. Mais j'ai quand même des frissons, et là je les ai, parce qu'on a organisé les Jeux Olympiques 2024, on a eu la trêve olympique, la vraie trêve olympique, juste après une dissolution. Je n'ose pas imaginer ce que les Français auraient dit, et je dis ça en pensant là où je suis dans l'Assemblée nationale, si ce phénomène s'était passé dans un pays non démocratique. Pour moi, c'est saisissant. Je me souviens de foot en Argentine, je me souviens de l'exclusion de l'Afrique du Sud des grandes compétitions. Et la France qui donne des leçons d'humanité à tout le monde et des règles de droit. Et on a fait une très très belle démonstration. Ça vient s'ajouter au fait que la Hongrie voulait être candidate pour des Jeux Olympiques et suite à la pression populaire, Viktor Orban, on parle de Viktor Orban, a refusé d'aller à l'encontre de la volonté populaire. On est dans un pays où on n'a même pas demandé à la population. Delphine a répondu tout à l'heure en fait, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de rétrocession au CIO, tant qu'ils n'ont pas fait de versement. Donc pour l'instant, on est dans un... Il y a un contrat, mais il n'y a pas d'engagement financier, donc si demain c'est annulé... Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une discussion avec le CIO en disant si on veut s'en sortir la tête haute, parce que c'est juste un problème d'avoir d'ego, oui, j'allais dire quelque chose de beaucoup plus trivial, mais c'est juste histoire de savoir si on baisse la tête ou pas. Hein, mais non, en fait, ce serait l'honneur des Français de dire on n'est pas en condition. On a espéré réussir à le faire, on n'y arrive pas parce que c'est trop court. Le CIO, débrouillez-vous, parce que finalement, c'est le CIO qui a mis la France dans cette situation-là. Et indépendamment de la qualité du dossier initial de Renaud Muselier, qui avait fait un projet avec la France et une partie de l'Italie,
dont on peut discuter de l'intérêt, de la véracité, mais il n'empêche que c'est le CIO qui a mis la France dans cette situation. Elle nous a presque obligés à accepter. On a été benés, on a accepté, mais c'était la combinaison de façon, comme je l'ai écrit, je peux le répéter, c'est uniquement la question de 3 ambitions entre Vauquier, Muselier et Lapartien qui fait que, avec la bénédiction du président de la République, ils ont été pour prendre cette décision précipitée en disant la tendance suivra, et la tendance elle ne suit pas parce que c'est trop difficile. Donc même la garantie en cas d'annulation totale ou partielle ne serait pas versée. Ce qui a déjà été conclu par Mais ces 500 millions, on garantit, on les assure que les sommes qui nous ont rétrocédées, on leur remboursera. Mais pour l'instant, il n'y a aucune somme rétrocédée. Sachant qu'en plus, il faut savoir, ces sommes rétrocédées, c'est des estimations qui sont faites par le CIO et que le CIO peut à tout moment, c'est inscrit dans le contrat, peut à tout moment les revoir à la baisse, si ça leur chante. Et qu'après, ils nous disent, mais ça sera de votre responsabilité si vous avez bâti votre budget sur la base des estimations qu'on peut modifier comme bon nous semble. Oui, bonjour à toutes et tous, et puis merci pour cet exposé avec toutes ces informations très utiles pour nos prochains débats. Bon, pour l'instant, en tout cas, il n'y en aura pas, mais bon, on ne sait jamais avec ces gouvernements qui se succèdent. Alors, ma question concerne ce que vous disiez par rapport au budget. Est-ce que j'ai bien compris, tant qu'il n'y aura pas de budget, les Jeux Olympiques de 2030 restent un projet? Ils ne pourront pas engager les travaux. Et le problème, c'est qu'ils les engagent. C'est qu'en fait, ils sont en train de passer des appels d'offres pour engager des travaux. On a dit, non seulement on n'a pas la carte des sites, mais on n'a pas l'emprise que disait le sénateur Jean-Michel Arnaud, qui est mon sénateur, qui disait, il avait hâte de savoir quelle est l'emprise qui sont mises dans c'est comme si on avait une enveloppe estampillée JO qui va permettre de bénéficier de la loi olympique et qui va permettre de bénéficier de ces subventions. Il faut savoir que le BTP 05 pour ses vœux 2025, ils ont fait une carte en disant c'est la liste au Père Noël. Voilà tout ce qu'on voudrait inclure comme travaux dans estampillé JOP 2030. Comme ça, on va pouvoir bénéficier de ce qu'ils pensent. Ils pensent qu'il y a encore de l'argent magique, mais c'est complètement hallucinant. Il faut savoir que rien que sur le 0,5, si on fait l'addition de tous ces travaux qu'ils veulent pour 2030, on est déjà à 1,2 milliard d'euros. Donc en fait, ils croient vraiment au Père Noël. Donc ce périmètre, en fait, là, et le problème, c'est qu'ils sont en train d'anticiper des choses en disant on mettra tel travaux routier, tel travaux au niveau ferroviaire, on va mettre tel travaux, telle étude, par exemple pour la faisabilité du Fort des Têtes et du Fort des Trois Têtes à Briançon en tant que village olympique. Ils sont en train de dépenser cet argent. On a eu l'étude pour la voie Loupe. La voie Loupe, en fait, on a 2 fois une voie dans la vallée de la Guisane, donc qui permet d'aller du Montier-les-Bains jusqu'à Briançon. Ils vont rajouter une 3e voie pour des bus qui vont circuler dans les 2 sens sur une seule voie. Alors nous déjà, on a demandé comment est-ce que c'est faisable. J'ai toujours pas compris comment ça va fonctionner ce truc. Il y aura peut-être un enchaînement de petits bus qui vont aller dans un sens, mais ça veut dire que vous allez attendre 3 heures avant de pouvoir retourner dans l'autre sens. Ce sont des bus kangourous. Voilà, et il y a des goulets d'étranglement. Ils ont déjà mis une étude de 1,2 million d'euros. Donc en fait, le problème, c'est qu'on est en train de dépenser de l'argent, on est en train de dépenser de l'argent public, le budget n'est pas voté, la clé de répartition entre l'État et les régions n'est pas votée, non seulement pour les infrastructures, et tout ça en disant, on n'a surtout pas le méga parachute du CIO, on ne l'a toujours pas voté. C'est de la folie. N'oublions pas que dans l'histoire, c'est la première fois que des jeux ont été attribués alors qu'il n'y avait pas de comité d'organisation. Non, mais ça, c'est normal. Mais dans le contrat, parce qu'en fait, il y a des comités de candidature. Oui. Le président du comité d'organisation, il a été désigné en février. Ce qui n'empêche pas aujourd'hui d'avoir des situations, Delphine parlait de Briançon. Moi, dans un papier, je me suis interrogé sur l'opportunité de construire un hôtel 4 étoiles avec du financement de la Banque des Territoires à Briançon pour travailler sur le 4 saisons. Un hôtel 4 étoiles de 83 chambres à Briançon pour du 4 saisons, financé par de l'argent public, la Banque des Territoires, et moi un commissaire de massif qui me dit oui, mais c'est la banque publique qui va, parce que le privé ne veut pas y aller, c'est pas rentable. Il n'y a pas de route. Il faut savoir quand même que sur ce site, il n'y a pas de route. Et on se pose la question encore, ça fait 25 ans,
qu'on dit les enfants vont pas assez en montagne, on peut pas faire de classe de neige, il n'y a plus de centre d'hébergement, et on va dépenser de l'argent de la Banque des Territoires pour faire un hôtel 4 étoiles dont le modèle économique ne tourne pas, et à Briançon à côté, la Compagnie des Alpes, ça c'est une info interne que j'ai eue, va financer sur ses deniers, Compagnie des Alpes qui est liée à la Caisse des dépôts, va financer un hôtel 3 étoiles dont le modèle économique ne tourne pas non plus. C'est-à-dire que, en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le circuit. Et quand tout à l'heure je faisais allusion aux conséquences juridiques suite à la Coupe du Monde de rugby, je pense qu'il y en a un paquet qui ferait bien de faire attention à leur prise de décision parce qu'ils pourraient le payer très très cher. Compagnie des Alpes, dont M. Vauquier est un des administrateurs. Il est au conseil d'administration. Alors moi j'ai une question sur le CIO, parce que finalement on voit ce contrat léonin de contrat ville haute dans lequel il n'y a que des obligations. On ne comprend pas bien, même le grand public ne sait pas à quoi sert le comité international olympique. Et moi-même, en tant que parlementaire, eh bien, je me pose cette question. Est-ce que pour des jeux sobres et éthiques, il est absolument indispensable de s'adjoindre la communication du CIO? Est-ce que cet organe est absolument indispensable à ce que, finalement, soient validés, certifiés, en quelque sorte, mondiaux, les jeux que nous pourrions organiser indépendamment de toute organisation extra-nationale? Alors déjà, Jeux Olympiques, c'est une marque déposée par le CIO, comme les anneaux. Vous allez les appeler. Après, les fédérations internationales de sport sont forcément affiliées au CIO et certaines même sont hébergées dans le CIO. Donc, il va falloir passer aussi outre les fédérations internationales de sport. Alors, c'est une très bonne question parce que les Jeux peuvent avoir lieu, en fait, je pense des événements sportifs pourraient avoir lieu sans le CIO. En revanche, le CIO ne peut pas exister sans les Jeux. Voilà. Donc, en fait, c'est une machine qui s'entretient et c'est une machine qui le CIO a de grandes ambitions. Le CIO, c'est une association à but non lucratif. Pourquoi ils recourent au tribunal arbitral du sport? Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont de droit suisse. Ils ont comme ambition d'avoir un statut particulier comme le comité international de la Croix-Rouge. Alors quand on travaille dans l'humanitaire comme moi, ça fait un petit peu... voilà, ça fait se racler la gorge quand on entend ça. Mais ils espèrent en fait pouvoir se positionner comme ça et c'est vraiment une grosse machine qui crée ce récit. Et vous interrogez des gens dans la rue, vous leur demandez, à votre avis, le CIO, est-ce que c'est une organisation internationale, genre une agence des Nations Unies? Ils vont vous dire, bah oui, donc c'est normal que ce soit eux qui décident. Quand on dit, bah, en fait, imaginons, vous avez au sein de l'Assemblée nationale une association de yoga. Beaucoup de gens font du yoga. Vous dites, bah, on voudrait organiser une convention internationale du yoga avec tout plein de gens qui font du yoga partout dans le monde. On va aller, je ne sais pas, en Norvège et on va leur dire, bah, nous, on veut que ça se passe comme ça et on va vous obliger à déréguler vos lois. Et ben, c'est exactement ce qui se passe. Voilà. On pourrait faire sans le CIO, mais les pays ont pris l'habitude et pour regarder la face cachée de l'olympisme, il y a un très bon bouquin là-dessus qui explique comment depuis Juan Antonio Samaranch le système a changé. Après, quand on commence à gratter l'organisation du CIO, le fait que c'est que des gens qui soient cooptés, régulièrement on pose la question, mais pourquoi le bobsleigh est encore au CIO? Il y a très peu de gens qui pratiquent, y compris dans les nations olympiques. Si on ne sait pas que le premier défenseur du bobsleigh au CIO, c'est le prince Albert de Monaco, parce qu'il a fait partie de l'équipe monégasque de bobsleigh, il y a des éléments forcément qui nous échappent. Le skeleton, qui pratique le skeleton. Mais non, ça aurait pu être la Jamaïque et Rasta Rocket, mais non, c'est pas ça. Mais le skeleton, c'est pas... Oui, on est à moins de 100 pratiquants pour le bobsleigh. Mais oui, oui. Il faut savoir quand même que les membres du CIO n'ont pas de responsabilité pénale. Ils sont exonérés de responsabilité pénale. Et il faut dire quand même, comme ils se sont auto-votés, parce qu'il y a énormément de scandales, il y a encore des scandales de corruption au Japon pour les Jeux de 2020,
On va reprendre quand même, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas le vote de la loi olympique? Il faut savoir quand même que quand on est vraiment embarqué dans le processus, on a eu le Covid en 2020, je ne sais pas si vous vous souvenez, on devait avoir les Jeux olympiques, donc ils auraient été reportés en 2021. Ce qui se passait, c'est qu'ils avaient un programme de livraison des villages olympiques qui devait être récupéré, qui devait être transformé en logements sociaux. Et donc en fait, le report des Jeux olympiques, ça a eu comme effet que les Tokyoïtes ont été obligés d'attendre un an de plus pour pouvoir intégrer leur logement. Donc en fait, il y a eu un mouvement de population qui a dit non, non, mais nous, surtout pas. Tokyo ne voulait plus, a dit non, non, mais c'est bon, 2020, c'est terminé. Et en fait, comme il y avait tout ce processus où le CIO avait déjà mis l'argent sur la table, puisque ça a été annulé au dernier moment, là, ils ont fait jouer les garanties, et là, ils ont obligé Tokyo à organiser les Jeux. Et ça a été méga jackpot pour le CIO, parce que comme il y avait encore des résurgences de Covid, il y avait eu très très peu d'épreuves avec des spectateurs, donc il y a eu beaucoup plus de retransmissions télévisuelles, et le CIO n'a jamais fait autant d'argent par ses droits de retransmission télévisuelle qu'à ce moment-là. Mais je pense qu'un élément fort pour l'ensemble des députés serait de rencontrer les personnes de l'Inspection générale des finances qui ont fait les rapports. Vous verrez notamment dans certains tableaux où il est question d'hôtels 5 étoiles, hôtels 4 étoiles, ce qui montre bien aussi à quel point l'organisation non gouvernementale et très peu intéressée par la finance vit bien. Et ça, c'est pas neutre parce qu'il y a des tableaux qui sont très clairs. Hein. Il faut tant de places en 5 étoiles, tant de places en 4 étoiles. La non-financiarisation, pardon, je commence à être fatigué, des Jeux, on se rend bien compte que c'est un méga leurre et que le CIO vit très bien. Quand on est allé pédaler jusqu'au CIO en juillet 2024, c'était 2 semaines avant le début des Jeux de Paris, peut-être même 20 jours. Et en fait, nous, on pensait qu'on allait rencontrer quelqu'un. On avait dit, ils nous disaient, il y aura peut-être pas grand monde, vous comprenez, vendredi, machin chose. Bon, nous, on pédale, on arrive là-bas. On a été reçus, en fait, c'était pas le balayeur, mais c'était quand même une société de surveillance qui était privée. Donc, parce qu'en fait, tous les 250 salariés du CIO, ils étaient tous hébergés à Paris 15 jours avant les Jeux. Voilà. Alors après, on a été très bien reçus par le monsieur, c'était très très bien, il y avait la presse, les médias. Juste pour vous dire, nous, on n'avait pas anticipé ça, on s'est dit, il doit quand même y avoir des gens. Non, tout le monde s'en va aux frais. Ça fait partie des engagements. On leur assure qu'aux membres du CIO, on va leur fournir des hôtels, des hébergements, de la restauration, des services de santé, des voies de circulation privées. Ça fait partie des engagements. C'est une association coucou, en fait. Finalement, le CIO, aujourd'hui, en tant qu'instance supranationale, a plus de pouvoir que l'ONU. L'ONU n'arrive pas à faire appliquer tout un tas de résolutions, là où le CIO, finalement, arrive à s'imposer à tous les pays, alors là, indistinctement entre les pseudo-démocraties, les États autoritaires, les dictatures, tout le monde est pour les Jeux. Étonnant, non? Oui, mais en fait, et en plus, ils sont payés. Ils imposent des règles, ils sont payés leur prestat. Et ils ne sont pas association internationale. Ce n'est pas une organisation internationale. L'ONU en est une. Pas le CIO. C'est un comité international de droit suisse. Il n'a pas de valeur supralégale. Ce qu'on essaye de démontrer. Hein. Merci pour votre présence. Merci beaucoup. Merci. On va transmettre le support de présentation, il est entre les mains de Clara. Vous pouvez